Bonsoir tout le monde. Salut la marmotte. Vous allez Salut, bien? Ça va et et toi? toi bien? Bon, j'espère que vous avez préparé plein de questions pour notre invité. Donc ce soir, on reçoit Alexandre, donc c'est le CEO de Bitstack, et on va parler du coup de son entreprise, de son projet qu'il a monté, etc., etc. Bref, j'espère que vous avez pris déjà des petites infos, que vous avez plein de questions, et qu'on va pouvoir découvrir ce projet ensemble. Ok. Bon, Alex, ça va être à ton tour. Alors moi je propose que tu commences par te présenter, nous dire un petit peu comment tu es tombé dans la marmite crypto, ou plutôt la marmite Bitcoin, et comment tu en es arrivé à penser à ce projet Bitstack, de où est venue l'idée, enfin bref, je te laisse te présenter et puis nous dire un petit peu comment t'en es arrivé là. Ça marche, merci. Euh, Écoutez, bienvenue à tous. Merci pour l'invitation d'ailleurs, avec plaisir. Moi, c'est Alexandre ou Alex, ce que vous préférez. Euh, je suis originaire du sud de la France, pour la petite anecdote, originaire d'une ville qui s'appelle Aix-en-Provence. Grandi là-bas et ensuite, post mon bac, je suis parti faire mes études à Montréal, au Canada, à l'université de McGill. Moi, j'ai un background qui est principalement en école de commerce. J'y reviendrai après, mais mon associé, lui, qui était aussi un étudiant de l'université de McGill à Montréal, j'ai rencontré là-bas, lui, un background beaucoup plus en tant qu'ingénieur. Il était à la base ingénieur mécanique, ensuite informatique. Euh, mais j'y reviendrai plus tard. Moi, du coup, donc étudiant au Canada, je tombe sur le Bitcoin en fait pendant mes études à l'université de McGill. On est, pour resituer, on est aux alentours de 2016. Je plonge directement dedans à tel point que je démarre un premier projet en parallèle de mes études qui consistait à développer un logiciel en fait pour les auditeurs, les grosses boîtes, les gros cabinets d'audit comme KPMG, Deloitte et autres, qui aujourd'hui, enfin à cette époque-là, avaient une demande client de fonds institutionnels, de gros exchanges canadiens ou nord-américains qui commençaient à se développer, de finalement se faire auditer et développer ce qui est maintenant plus connu sous la forme de produits de conservation d'actifs avec assurance. Donc pour que des gros cabinets d'audit et des assureurs institutionnels puissent développer des produits d'assurance, il fallait comprendre en fait quels étaient les nouveaux risques liés à la conservation d'actifs numériques, à la conservation de cryptoactifs. Et du coup, à l'époque, il y avait beaucoup de demandes de gros exchanges qui commençaient à détenir beaucoup de fonds ou des gros institutionnels, des gros investisseurs. Ça pouvait être soit des fonds souverains du Golfe des Émirats, ou des gens assez fortunés qui détenaient beaucoup de Bitcoin et qui voulaient du coup se faire auditer pour plusieurs raisons et comprendre les risques liés à la conservation d'actifs numériques. Donc moi, je développais un logiciel qui faisait pas mal de choses avec deux collègues de l'école de l'université avec moi. On a développé ça. Euh, donc comprendre quels sont les risques cryptographiques liés à la signature de, de transactions sur Bitcoin et à la conservation de Bitcoin. Et 2 ans plus tard, on va dire fin de mes études, je clôture ce projet. Je pars travailler pour une fintech canadienne qui s'appelait à l'époque Milo, qui s'appelle aujourd'hui Moka. Donc dans la fintech toujours, mais qui faisait de l'épargne classique. Donc la mission, c'était vraiment d'aider les jeunes Canadiens à atteindre leurs objectifs de vie, leurs objectifs financiers. C'est plus ou moins les mêmes dans le monde entier, hein. Donc c'est se constituer un patrimoine, c'est épargner pour sa retraite, c'est un premier projet immobilier, etc. Sauf que là, l'approche était très traditionnelle, c'était de les aider à mettre de l'argent de côté pour ceux qui avaient du mal à mettre de l'argent de côté, mais sur des classes d'actifs traditionnelles, donc des actions, des obligations, etc., etc. Je fais ça pendant 2 ans, j'accompagne cette boîte qui était une jeune startup jusqu'à plus de 200 000 utilisateurs. Moi, je dirigeais le développement produit, donc je travaille avec l'équipe d'ingénierie sur les fonctionnalités, le produit, le développement du produit. Et 2 ans plus tard, on se lance, la boîte lève plus de 10 millions de dollars canadiens. La boîte se lance au Canada, en France aussi. Et finalement, fin 2020, la boîte se fait racheter par une grosse néobanque canadienne. Et c'est à ce moment-là que je décide finalement de combiner en fait deux choses qui me tenaient à cœur. La première qui était d'aider les gens à épargner, puisque pour moi l'épargne c'est un peu la première étape de toute ambition de finance personnelle et justement comme je disais pouvoir accomplir certains objectifs de vie, mais aussi tout mon parcours en parallèle qui était autour du Bitcoin et cette thèse et cette conviction autour de la proposition de valeur de Bitcoin comme nouvel outil d'épargne. Donc début 2021, fin 2020, début 2021, je quitte cette boîte donc Moka qui se fait racheter pour lancer Bitstack.
Et peut-être pour m'arrêter là, 1 an et demi plus tard, donc je me suis associé à Kabir, qui du coup que je connaissais de l'université de McGill au Canada. Moi, je rentre en France pour lancer le projet en France, puisqu'il voyait une opportunité de faire ça en France et en Europe. Et 1 an et demi plus tard, on est là avec un produit sur le marché lancé, plus de 5000 comptes créés, et on a dépassé, pour ceux qui vont comprendre la référence, mais les 2 milliards de Satoshi, donc les 20 bitcoins épargnés. Ok, bien super. Du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à revenir en France et pas plutôt créer cette boîte au Canada? Justement, comme je disais, en fait, ce qui était intéressant, c'est que fin 2020, il y a eu un événement. En fait, il y a eu plusieurs événements. Moi, j'aime bien toujours dire qu'il y a plusieurs étoiles qui sont alignées quand on démarre un projet entrepreneurial. Il y a quand même plein de facteurs qui doivent être pris en compte. Mais un facteur assez important, outre juste la simple idée de vouloir créer un produit d'épargne autour du Bitcoin et d'aider les gens à épargner en Bitcoin, démocratiser l'épargne en Bitcoin, ça c'est réellement la mission qui est derrière le projet. Il y a eu un événement clé qui coïncidait avec cette timeline-là qui était la mienne, qui était que fin 2020, les autorités des marchés financiers, donc les régulateurs financiers français, décident de mettre en place, enfin de forcer finalement un cadre réglementaire qui s'appelle le PSAN. Je pense qu'on en parlera peut-être encore, on creusera un petit peu plus tard. Donc le PSAN, c'est quoi? C'est une dénomination pour prestataire de services sur actifs numériques, c'est l'acronyme PSAN. Un cadre réglementaire qui a été développé en 2019, mais qui fin 2020 devient obligatoire pour tous les acteurs crypto en France. Donc il y a 4 services qui sont pris en compte sous le PSAN. Je vais en parler deux principalement, ou trois, il y en a, c'est les trois qui vont parler au plus de personnes ici. Le premier, c'est tout ce qui... Donc il y a 4 services sur le PSAN. Le premier, c'est quand on a un service d'échange de monnaie et en cours légal, donc de l'euro, à un actif numérique. Donc les régulateurs appellent ça des actifs numériques, mais quand je dis actifs numériques, c'est des cryptoactifs. Donc l'échange des monnaies en cours légal, donc un euro à des actifs numériques et vice-versa, donc de l'achat-vente typiquement. Deuxièmement, un service de conservation d'actifs numériques pour compte de tiers, donc tous les exchanges qui conservent des actifs pour leurs utilisateurs. Et troisièmement, de l'échange crypto to crypto, en gros. Donc tous les acteurs qui fournissaient ce type de service à des utilisateurs français et européens, et j'en parlerai aussi par la suite, du coup devaient se faire réguler. Donc à la fois côté positif, peut-être pour certains, en se disant bon ben voilà, maintenant il y a peut-être bon, le rôle à la base des régulateurs financiers, c'est de protéger les consommateurs, mais à la fois bon, ça devient un petit coup de fouet pour tous les acteurs qui faisaient ça peut-être de manière pas très régulée. Nous, on a vu ça comme une opportunité. Moi, qui venais d'un peu de la fintech traditionnelle, marché qui était déjà très régulé, donc c'était quelque chose que je connaissais assez bien. Et moi, qui avait aussi pour ambition de revenir en Europe pour démocratiser. J'aime bien toujours dire toujours quelques années en arrière, entre guillemets, sur pas mal de choses. Je voulais démocratiser le Bitcoin et l'épargne en Bitcoin en France et en Europe. Et donc, ce cadre réglementaire est mis en place. Je vois ça comme une opportunité de se dire, OK, on peut finalement venir créer une société française qui va être reconnue comme crédible et régulée. Et on va réellement pouvoir offrir un produit sécurisé euh, à l'audience française finalement et européenne par la suite. Donc, c'est cet événement-là qui a réellement fait que je suis rentré en France. Ok, bah, bien. Enfin, je veux dire, il y en a beaucoup que ça a fait quitter la France. C'est sympa de voir que ça en a fait revenir certains et d'avoir vu ça comme une opportunité plus qu'autre chose. Euh, et du C'est coup, un parti pris, c'est sûr. C'est un parti pris, ouais. je pense que ta spécialité, du coup, c'est comme un petit peu plus la technique de ce que j'ai compris. Le PSAN, c'est quand même pas mal de paperasse, hein, d'administratif, tout ça. Est-ce que tu t'es fait accompagner par une société ou est-ce que tu as engagé quelqu'un qui, du coup, lui, avait plus la spécialité de ce côté-là? Dans l'équipe, ouais, nous, on est deux. Enfin, on a commencé le projet à deux. Donc, mon associé, qui s'appelle Kabir, et moi. Kabir, lui, est donc, comme je disais, un background beaucoup plus technique, hein, pour bien clarifier, c'est lui le plus technique, le plus technique des deux. Lui est ingénieur de formation. Euh, mais on est tous les deux pas de conformité. Enfin, on n'avait pas un background en conformité. Moi, j'avais une notion de conformité puisque justement, je travaillais via mon rôle sur le développement produit dans cette fintech pour laquelle je travaille au Canada. Je travaille beaucoup avec les équipes de conformité. Euh, mais moi, j'ai pas, enfin, je suis pas dirigeant conformité ou responsable conformité de formation. Donc, il y a eu deux choses qui sont faites. La première, c'était de me former, entre guillemets, par moi-même.
en tout cas lire tous les textes de loi, puisque du coup ça en devient une obligation, puisqu'aujourd'hui il fallait aussi désigner un responsable conformité au sein de la boîte. Enfin, il y avait deux options, donc soit recruter quelqu'un, soit se former soi-même. Donc au début, quand on est une petite start-up et qu'on est en démarrage, ben, on se forme soi-même, c'est un peu toujours le principe. Donc je commence à lire tous les textes de loi, donc on est effectivement sur des bouquins de plusieurs centaines de pages avec des textes de loi bien denses, bien sympathiques. Mais en parallèle, on se fait quand même accompagner puisqu'on est quand même sur un sujet, un terrain inconnu entre guillemets pour nous au début. Donc on se fait accompagner par un cabinet d'avocats spécialisé qui va nous aider à monter le dossier, à comprendre les enjeux. Finalement, c'est quoi si on rentre dans les détails? La conformité pour devenir PSAN, c'est en fait de créer un dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent. Les régulateurs, ils ont ça en tête, c'est lutter contre le blanchiment d'argent, lutter contre le financement de terrorisme et l'évasion fiscale. C'est les trois sujets qui leur font peur. Donc l'idée, c'est de monter un dispositif qui permet de contrer et de lutter contre ces trois sujets. Et donc on se fait accompagner, en plus de moi qui me forme de mon côté, on se fait accompagner par un cabinet pour monter notre dossier, développer les règles qui vont encadrer notre dispositif, le déposer auprès de l'AMF, hein, donc l'autorité des marchés financiers qui est les régulateurs financiers en France, échanger avec eux sur voilà ce qui fonctionne pas, jusqu'à euh, trouver un dispositif qui leur convient. Et ensuite, on a été validé donc fin 2021. Pour donner une idée à tout le monde qui nous écoute, à peu près, nous, ça nous a mis à peu près 6 mois. Donc, on a déposé le dossier, je pense, si je dis pas de bêtises, avril ou mai 2021. Et puis, la date est publique. On a eu l'enregistrement en novembre 2021. Donc, à peu près 6 mois d'échange avec les régulateurs sur le montage du dossier. Sachant que vous étiez dans les premiers, je veux pas savoir comment ça peut être long maintenant, quoi. Ouais, effectivement, nous, on était, en fait, c'est une liste, j'invite tout le monde d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, alors, enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, je dis ça à moi, en rigolant, entre guillemets, mais en tout cas, la liste, en fait, la question qui est intéressante, c'est quel est l'intérêt de se faire enregistrer aujourd'hui en tant que PSAN? C'est qu'aujourd'hui, quand on développe un produit qui est à destination des particuliers, principalement, donc ce qui est notre cas, le problème, et je pense que là tout le monde va s'y retrouver, c'est que les banques, c'est très difficile en fait de virer de l'argent sur certaines plateformes. Pour ceux qui sont bancarisés, je vais pas citer de nom de banques françaises parce que bon, je les ai toutes faites et je pense qu'on a tous eu cette expérience-là. On va recevoir au meilleur des cas, on va juste recevoir une lettre attention, on a identifié que ça c'était hyper risqué, on vous déconseille de le faire. Au pire des cas, enfin ça c'est le meilleur des cas. Au pire des cas, en fait, la banque vous autorise pas à faire ce virement, ou vos cartes passent pas, ou etc., etc. Donc l'idée de se faire enregistrer, c'est qu'aujourd'hui l'AMF a en fait créé ce qu'ils appellent une liste blanche, qui est l'inverse d'une liste noire. Donc en fait, ils ont une liste noire et une liste blanche. Tous ceux qui offraient ces quatre services ou ces trois services dont j'ai parlé plus tôt, vont tomber dans la liste noire. Et tous ceux qui sont enregistrés tombent dans la liste blanche. Et cette liste blanche, elle est publique. Donc si vous allez sur liste blanche des PSAN, des PSAN en France, vous allez pouvoir voir toutes les boîtes qui sont officiellement enregistrées, qui sont donc régulées. Et donc vous trouverez Bitstack en position numéro 21. Donc on n'est pas non plus les premiers, mais on est en position 21, sachant qu'aujourd'hui il y en a une quarantaine, une cinquantaine. Et je peux vous dire de l'interne qu'il y en a au moins une autre cinquantaine qui va être enregistrée dans les prochains mois. Donc il y a effectivement beaucoup de dossiers qui tombent puisque la régulation, c'est quelque chose qui se renforce plus qu'autre chose. Voilà. Ok, bah merci bien pour tous ces petits détails. Du coup, bah, moi je te propose c'est qu'on commence à parler un peu plus concrètement de ton projet, Bitstack. Alors déjà, on va commencer par le nom. Pourquoi Bitstack? Moi, même si j'ai une petite idée. Ouais, en soi, c'est assez drôle parce que c'est pas plus compliqué que ça. Quand on monte une boîte, on a tous un peu ce moment, comment j'appelle mon projet? Nous, on s'est posé la question. En fait, c'est assez compliqué, je vais pas mentir. On a galéré à trouver un nom. Finalement, on est parti sur Bitstack parce que c'était un peu la simplicité dans le sens où on s'est dit, OK, Bitcoin, Bitcoin, un peu par rapport à toutes ces boîtes qui s'appellent, voilà, qui ont un peu cette première partie du mot souvent qui est reconnue. Et stack, parce qu'en anglais, c'est là que pour moi c'est plus intéressant. Stack en anglais qui peut vouloir dire plusieurs choses, mais qui veut dire soit empiler, soit accumuler. Et un peu vis-à-vis de la proposition de valeur qu'on a voulu créer via le produit, qui était en fait d'accumuler du Bitcoin, d'empiler du Bitcoin ou d'épargner du Bitcoin. On a trouvé que Stack c'était intéressant. Donc en fait, à la base, on a commencé par Stack. Et Stack, qui est un mot court et qui nous semblait pas mal, mais bon, qui était forcément pris. On est parti sur Bitcoin, Bitstack, accumuler du Bitcoin. Voilà.
Donc c'est pas, ça va pas plus loin que ça. Ok, et donc du coup, on a compris que votre application permettait d'accumuler du Bitcoin. Est-ce que tu peux nous la présenter, je vais dire succinctement, mais n'hésite pas à rentrer dans quelques petits détails qui te sembleraient importants. Yes, en fait, l'idée avec Bitstack et la mission derrière, c'était vraiment de démocratiser l'épargne en Bitcoin en France, donc en démarrant par la France. Euh, Dans cette mission-là, en fait, on s'est posé quelques questions. Tout simplement, on s'est dit aujourd'hui, il y a X% de la population qui a déjà acheté du Bitcoin ou de la crypto, qui est déjà maintenant plus familier avec ce sujet-là. Comment est-ce qu'on fait pour aller démocratiser ça à une cible qui est bien plus large, mais qui du coup est beaucoup plus néophyte, qui est beaucoup plus débutant, on va dire, sur le sujet. Donc on s'est posé cette question-là et on s'est dit quelles sont les barrières à l'entrée pour ce type de cible. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y en avait encore pas mal et qu'il fallait les éliminer finalement toutes. Donc, c'est-à-dire que ça soit de déterminer quel actif il doit acheter. Donc, c'est pour ça qu'on a une proposition de valeur aujourd'hui qui est hyper claire et hyper simple sur seulement du Bitcoin. Déterminer le montant d'investissement. Enfin, je veux dire, même des petites réflexions psychologiques là-dessus, mais combien je dois investir, quand, comment, etc. Donc, ça, c'est toutes les questions qu'on s'est posées. On les a toutes éliminées. Et donc, Bitstack, c'est quoi? C'est finalement une application mobile qui permet tout simplement à un utilisateur de lier son compte bancaire. Et à chaque fois que l'utilisateur va effectuer une dépense, une transaction sur son compte bancaire, donc une transaction par carte ou un prélèvement ou un virement, etc., toutes les transactions qui vont apparaître sur le compte bancaire, Bitsack va les arrondir à l'euro supérieur. Donc j'aime bien toujours donner un peu l'exemple du café acheté tous les matins à 2,60 € si on est à Paris ou un peu moins ou un peu plus en fonction d'où on est, à 2,60 € va être arrondi à 3 € et les 40 centimes de différence vont être épargnés automatiquement et investis en Bitcoin. Euh, donc voilà, l'application, c'est une application qui épargne automatiquement pour vous, qui arrondit vos dépenses et épargne automatiquement ces arrondis en Bitcoin. Donc ça permet finalement, comme je disais, aux utilisateurs de pas avoir à déterminer quoi que ce soit. On plug son compte en banque et tout est fait automatiquement. On accumule du Bitcoin, on détermine pas quand l'acheter, avec quel montant. C'est une épargne, nous, qu'on appelle indolore, puisque finalement, c'est à chaque fois que vous dépensez, vous épargnez. Donc, on a une mission, elle est double. C'est à la fois d'aider les gens à épargner sans s'en rendre compte. Et deuxièmement, sur l'actif qui, pour nous paraît le meilleur actif aujourd'hui d'épargne ou le meilleur outil d'épargne, qui est du Bitcoin. Ok, super. Et du coup, petite question, on parlait de plugger le compte en banque. Techniquement, comment ça fonctionne? Enfin, on est obligé de vous signer une autorisation de prélèvement. Enfin, comment vous récupérez en fait tous les mouvements qui sont sur notre compte bancaire? Ouais, c'est super intéressant parce que on nous pose souvent la question et je vais même en profiter pour un peu répondre à souvent des questions qu'on nous pose dans l'application directement par chat, mais c'est aussi tout l'aspect sécurité qui entoure ça. Je pense que c'est important de l'évoquer. Alors déjà, d'un point de vue technique, comment ça se passe? On a un avantage depuis maintenant quelques années, c'est que la réglementation, alors on va parler un peu de réglementation, désolé, on est sur des produits financiers, il y a toujours un peu de réglementation, mais la commission, la réglementation européenne a mis en place quelque chose qui s'appelle les directives sur les services de paiement. Donc pareil, je vais vous donner l'acronyme, c'est DSP2, Directive européenne sur les services de paiement 2, puisque c'est la directive numéro 2, il y en a eu une première il y a quelques années, qui en fait force les banques, et c'est en Europe on régule beaucoup, mais c'est vrai que s'il y a un avantage, c'est que c'est souvent pour protéger les consommateurs. Euh, donc cette directive force les banques, les grandes banques, à mettre à disposition à leurs clients leurs données pour qu'ils puissent finalement justement utiliser ces données à travers des produits, des nouveaux produits ou des nouveaux services qui se mettent en place, que ce soit Bitstack ou d'autres, pour voilà, avoir des solutions innovantes d'épargne un peu automatiques ou etc., etc. Enfin, il y en a plein. Vous avez peut-être utilisé d'autres produits où l'application va vous demander de connecter votre compte en banque pour faire différentes choses, pour vous analyser votre capacité d'emprunt immobilier, pour analyser votre gestion de patrimoine, etc., etc. Donc en fait, c'est une réglementation européenne qui force les banques à mettre à disposition ces données-là à des acteurs comme nous, qui, via votre consentement, peuvent du coup lire euh, les données transactionnelles. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez vous inscrire sur une application comme Bitsack. Nous, on travaille avec des acteurs qui sont eux-mêmes régulés et eux-mêmes, leur métier, c'est de faire ce pont entre les banques et les acteurs et des acteurs comme Bitsack. Et nous, donc dans l'application, on va vous dire, connectez votre compte bancaire. Vous allez nous donner votre consentement. Donc comment ça se concrétise? Vous identifiez comme vous le faites pour vous connecter à votre compte bancaire. C'est-à-dire vous allez sur c'est comme si vous alliez sur votre portail bancaire, LCL, Crédit Agricole, peu importe la banque.
vous vous identifiez, donc vous mettez votre identifiant et votre mot de passe. Et c'est là où c'est important de préciser, nous, en fait, on n'y a jamais accès, puisque c'est les acteurs qui sont régulés par les autorités françaises, qui ont ce métier-là et qui sont du coup encadrés par la directive européenne des services de paiement, qui s'occupent de toute la sécurisation autour de ce procédé-là. Donc nous, en tant qu'acteurs comme Bitstack, nous, on n'a jamais accès à vos identifiants bancaires. Vous les rentrez effectivement, mais nous, on n'y a jamais accès. Ça nous permet juste d'établir la connexion entre les deux, entre votre banque et notre application. Et voilà, on n'y a jamais accès, on le stocke pas. Et finalement, nous, on a un accès, donc ce qu'on appelle en lecture seule. C'est-à-dire qu'une fois que vous nous avez donné le consentement de connecter votre compte bancaire à notre application, vous nous donnez le consentement d'accéder à votre compte et de juste lire les transactions. Donc on ne peut pas faire d'opération sur votre compte. On ne peut pas d'un coup se dire, attendez, on va vider votre compte, ou on va faire un virement, on va bouger de l'argent pour vous. Nous, ça nous permet juste de lire les données. Ensuite, donc du coup, comment est-ce qu'on récupère l'argent? Là, c'est tout simple. Il y avait deux options. Il y a effectivement la première option qui est de faire une autorisation de prélèvement. Donc là, il faudrait qu'on vous montre un document et que vous signez un document en disant j'autorise Bitstack à faire un prélèvement SEPA, un prélèvement bancaire tous les X. Nous, on est parti sur une autre option qui est en fait de vous demander d'ajouter une carte bleue. Donc vous ajoutez votre carte, donc vous connectez votre compte bancaire. Disons, moi je connecte mon compte bancaire LCL, Revolut ou autre, peu importe le compte bancaire. Et en plus, je vais ajouter une carte comme mode de paiement. Donc ma carte bleue Revolut, LCL, encore une fois, Société Générale, peu importe. Et là, on va tout simplement prélever la carte en fonction de vos règles d'épargne. Donc si vous activez l'arrondi automatique, on vous prélèvera sur cette carte les arrondis qu'on calcule sur toutes les transactions du compte bancaire que vous avez lié. Voilà, donc c'est deux opérations distinctes. Mais la partie connexion bancaire, qu'il faut retenir, c'est que du coup, voilà, c'est quelque chose qui se fait, premièrement, à travers la directive service de paiement. On n'a pas accès à vos identifiants bancaires, on les stocke pas, on n'y a pas accès. Et nous, on a un accès en lecture seule sur vos transactions. Ok, d'accord, c'est super intéressant parce qu'effectivement c'était une partie sur laquelle je m'interrogeais. Alors, j'avoue que honnêtement, je vois une application qui me demande de rentrer mes identifiants bancaires, je suis plus que réticent. Vous avez une petite notification peut-être qui précise qu'à aucun moment vous y avez accès, ou est-ce que ça renvoie peut-être vers le portail de la banque et comme on peut voir pour certains services où on passe par exemple via France Connect pour se connecter sur un tas d'autres services, comment ça se passe exactement à ce niveau-là? C'est exactement ça, en fait. La connexion bancaire, elle se fait via votre réel portail bancaire. C'est ça, en fait. Vous vous connectez pas. C'est pas de notre. Ça va. Nous, on va bien évidemment essayer de faire en sorte que l'expérience va tourner autour de Bitstack, puisqu'on veut pas que les gens non plus aient peur que d'un coup vous êtes renvoyé sur 10 000 différents écrans. Mais en fait, la partie où vous rentrez vos identifiants bancaires, c'est sur votre portail bancaire qui est dans l'application Bitstack. Donc vous allez, par exemple, si vous êtes chez LCL, vous allez rentrer vos identifiants sur le portail LCL. Si vous êtes chez Revolut, ça va vous rediriger sur l'app Revolut. Si vous êtes sur Société Générale, ça va vous rediriger sur l'app Société Générale ou sur le portail Internet. Ça dépend de la solution que la banque utilise. Puis ça dépend si vous avez l'app de télécharger ou pas. Donc effectivement, c'est un procédé qui va bouger un peu quand vous êtes dans le parcours utilisateur. C'est pas souvent idéal. C'est-à-dire, vous êtes dans la Bitstack, là on va vous demander de vous connecter votre banque. Allez, prenons l'exemple de Société Générale. Soit ça va vous rediriger sur l'app Société Générale si vous l'avez sur votre téléphone et vous allez voir qu'il y a une connexion qui se fait. Enfin, vous allez vous identifier sur Société Générale. Puis vous allez d'un coup repasser sur l'application Bitstack et nous ça va charger. Et on va vous dire ça y est, la connexion s'est établie. Ou on va ouvrir directement la page internet de Société Générale et là vous allez rentrer vos identifiants. Donc ça dépend des banques et qu'est-ce qu'ils mettent à disposition. Mais effectivement, nous on essaie de le communiquer dans l'app pour essayer de en fait expliquer tout simplement aux gens du mieux qu'on peut comment ça fonctionne. Et sur notre site internet, j'invite tout le monde à aller sur bitstack-com/sécurité, dans lequel on remet en avant effectivement pour aussi éduquer les gens sur voilà comment c'est possible aujourd'hui comme on en a discuté, de connecter un compte bancaire. Est-ce que c'est pour ça que j'en parlais, parce que la question numéro 1 qu'on nous pose, c'est est-ce que vous avez accès à mes identifiants bancaires? C'est une question ultra légitime pour le coup, puisqu'en plus on les rentre dans l'application entre guillemets. Donc voilà, on explique tout ça sur notre site, dans l'app, et on essaie de rassurer les gens. Et pour ceux pour qui, je termine là-dessus, ne veulent pas, parce que ça arrive on a plein d'utilisateurs qui veulent pas forcément lier leur compte bancaire pour après des raisons personnelles. On offre quand même la possibilité de seulement ajouter une carte bancaire pour faire de l'achat récurrent. C'est un peu les deux offres qu'on a aujourd'hui dans l'application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la proposition de valeur numéro 1 de l'app, c'est de faire de l'arrondi automatique parce que c'est ultra ludique, c'est ultra simple. Si vous voulez, c'est un peu la façon d'aller voir vos amis, votre famille et de leur dire, voilà, mets-toi à acheter du Bitcoin. Mais les gens nous disent souvent, non, moi, je sais pas combien mettre, je sais pas comment le faire. La volatilité, ça me fait peur. Là, vous leur dites, vous pluguez votre compte bancaire
Et à chaque fois que vous allez dépenser, vous allez accumuler des Satoshi ou des Bitcoins. C'est hyper ludique. Mais pour ça, effectivement, il faut connecter son compte bancaire. Mais l'alternative avec Bitstack, c'est aussi quand même de faire de l'achat ponctuel. Donc de dire, moi, je vais acheter 100 euros de Bitcoin demain. Bah, je peux ajouter une carte bleue et j'achète 100 euros de Bitcoin instantanément. Ou je veux programmer un achat récurrent puisque je veux pas connecter mon compte bancaire. Je veux pas faire l'arrondi. Bah, moi, j'ai une capacité d'épargne qui est fixe. Donc je vais mettre 10 euros toutes les semaines ou je vais mettre 100 euros tous les mois. Vous pouvez aussi aller dans Bitstack et dire, je veux mettre 10 euros toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Donc vous pouvez choisir la fréquence et le montant de votre choix. Donc ça, c'est une possibilité aussi pour offrir effectivement en fait un maximum de flexibilité. Et nous, on appelle ça en fait pour que chacun puisse créer une épargne qui est adaptée à son style de vie. C'est-à-dire pour certains, ça va être justement quelques centimes slash quelques euros tout au long de la semaine, et pour d'autres, ça va être de dire on a des utilisateurs qui mettent 100 euros tous les mois ou 100 euros toutes les semaines. Voilà, chacun peut un peu gérer ça comme il le souhaite, quoi. Ok, ça marche. Et du coup, je pense que la réponse est positive, mais je préfère quand même demander. On peut coupler les deux services, par exemple, mettre un service d'arrondi en place et en même temps faire un système d'épargne en injectant chaque mois une somme qu'on désire. Exactement. Exactement. Donc en fait, nous on appelle ça des règles d'épargne. Donc il y a ces deux règles d'épargne. On peut combiner on peut faire l'une ou l'autre ou les deux. Et sur l'arrondi, je précise pour la petite anecdote un peu ludique, on a ajouté ce qu'on appelle un multiplicateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites comme je disais sur l'exemple du café, acheter 2,60 €, il va être arrondi à 3 euros. Donc ça fait 40 centimes sur cette opération-là qui va être épargnée en Bitcoin. Mais vous avez la possibilité de mettre un multiplicateur x2, x5 ou x10. Donc si vous mettez x2, ça sera 80 centimes qui sera épargné. Si vous mettez x5, ça sera 2 euros, etc. Et x10, 4 euros. Donc il y a un peu des manières un peu ludiques de booster son épargne si on trouve que c'est pas assez. Ou alors on peut juste faire de l'achat récurrent aussi, comme on l'a dit, enfin combiner les deux. Et après, dès que ça nous fait plaisir et que le prix tombe ou que le prix augmente, on peut faire un one shot, moi quand j'appelle ça, et acheter ponctuellement 5, 10, 15 euros, 20 euros, 100 euros de Bitcoin. Et on est assez fiers puisqu'en fait on a créé un système pour que les gens puissent acheter à partir de 1 euro. Donc même sur de l'achat ponctuel, ce qui est souvent pas le cas sur la plupart des plateformes, il y a souvent des minimums qui sont relativement peu faibles, enfin relativement faibles, mais qui restent peu faibles entre guillemets aussi. Donc souvent c'est à minimum 10 euros, si ce n'est plus. Et nous on a fait en sorte qu'on puisse faire un achat par carte à partir de 1 euro. Donc l'achat ponctuel c'est aussi une option. Ok, top. Et du coup, comment ça se passe pour la transformation en Bitcoin? Je parle au niveau de l'arrondi. Ça se fait tous les jours? Tous les jours, vous récoltez les fonds de vos différents clients, vous transformez ça en Bitcoin et après vous les redispatchez? Ou c'est toutes les semaines? Enfin bref, comment ça fonctionne, cette transformation en Bitcoin? Ouais, très bonne question parce que en fait c'est quelque chose qui est pas forcément clair quand on regarde ça pour la première fois. En fait, c'est ça. On crée on crée une genre de cagnotte virtuelle. Donc, c'est-à-dire que dans l'application Bitstack, si vous vous connectez sur votre application et que vous avez lié votre compte bancaire et activé l'arrondi automatique, vous allez voir une cagnotte qui démarre à zéro. Le lendemain, disons que vous avez connecté votre compte Société Générale, vous faites des transactions sur votre carte Société Générale, vous avez votre facture d'électricité qui tombe, etc. Vous allez voir dans l'application, on va vous montrer les transactions sur lesquelles les arrondis sont effectués. Donc, on va vous montrer transaction X, qui était un montant de Y et un arrondi du coup de Z. Vous allez voir toutes ces transactions et vous allez voir ces arrondis s'additionner, s'accumuler. Donc, nous, on va créer une cagnotte, en fait, qui est la somme de tous les arrondis tout au long de la semaine. Donc, vous allez voir, ça va faire plus 20 centimes, plus 40 centimes, plus 77 centimes, plus 18 centimes, etc., etc., tout le long de la semaine. Et en fait, le système de Bitstack, c'est un système hebdomadaire où finalement, une fois par semaine, en fin de semaine, on vous prélève le total des arrondis de la semaine. Donc vous allez voir, c'est une manière un peu ludique, vous allez voir votre cagnotte s'accumuler. Et hop, à la fin de la semaine, on vous envoie une notification push. Vous n'avez même pas besoin de checker, ni besoin de rien faire, ça reste complètement automatique et indolore. Et nous, on vous envoie une notification push en disant, vos arrondis de 12 euros, pour la petite anecdote, c'est souvent entre 10 et 15 euros, c'est la moyenne qu'on voit euh, pour l'arrondi avec un multiplicateur x1, donc standard. Vous allez voir entre 10 et 15 euros, donc vos arrondis de 12,56 €, vous avez acheté pour 0,00x Bitcoin. Et voilà, la conversion se fait à ce moment-là. Donc en fait, pour être précis sur la partie conversion en Bitcoin, nous, on va vous débiter donc votre carte bleue que vous avez ajoutée comme mode de paiement. Donc disons que vous avez mis votre carte Société Générale ou une autre carte d'ailleurs. On va débiter votre carte pour ce montant qui est le total des arrondis de la semaine. Nous, on va récupérer ce paiement, donc ça c'est sur de la carte, c'est instantané.
et on va effectuer une transaction pour ce montant-là qui est propre à vous. Donc, on ne va pas batcher avec les autres utilisateurs. Nous, pour vous, c'est que c'est additionné tout le long de la semaine. Mais à la fin de la semaine, on prend ces 12,56 €, on les convertit pour l'équivalent au prix du Bitcoin à ce moment-là. Et vous, on vous débite votre compte Bitstack, enfin, on vous crédite, pardon, votre compte Bitstack de ce montant-là de Bitcoin. Et le système redémarre toutes les semaines. Donc, c'est un peu comme un achat récurrent hebdomadaire ludique, en fait, finalement, où le montant est invariable, quoi, est indéterminé. Ouais, c'est ce que je veux dire, vous avez transformé un petit peu, enfin vous avez couplé cette histoire d'arrondi avec du DCA en fait, en quelque sorte. Euh, C'est ça. et enfin, vous passez par quelle plateforme pour acheter vos bitcoins? Parce que je me doute que, enfin, à moins que vous achetiez vous-même les bitcoins à un instant T, que du coup vous revendiez vos bitcoins au prix du marché, ça se passe comment à ce niveau-là? Non, justement, ouais, on peut pas, enfin, alors, il y a des nuances, mais en fait, effectivement, on peut pas acheter nous-mêmes du Bitcoin. Enfin, on pourrait, mais nous, on s'exposerait nous-mêmes à la volatilité du Bitcoin. Donc, en fait, nous, on convertit instantanément au moment où vous êtes débité, au moment où vous débite votre carte bleue. Et donc, nous, on travaille avec des plateformes d'échange partenaires qui nous fournissent ce qu'on appelle la liquidité. Donc, en fait, eux, c'est des plateformes qui font énormément de volume avec certaines paires de devises. Donc, nous, on traite seulement avec la paire euro-bitcoin, euro-bitcoin dans un sens et dans l'autre. Et donc, au moment où vous faites un achat ponctuel, un achat récurrent ou le total des arrondis qui est à la fin de la semaine qu'on vous débite, là, on va piocher chez différentes plateformes. En fait, on en travaille avec plusieurs puisqu'on essaie d'aller chercher, nous, ce qu'on appelle la meilleure liquidité, c'est-à-dire le meilleur prix à un instant T. Donc, on a connecté avec différentes plateformes. Je, je pourrais les citer, mais finalement, j'ai envie de vous dire, c'est les plus grandes plateformes. Donc, c'est du style les Bitstamp, les Kraken, les Bitfinex, voilà, pour en citer quelques-uns. Ouais, Et c'est donc, sûr. Là, nous, je pense que Kraken est dans le lot. Il me semble que c'est eux qui ont la plus grosse liquidité euro en fait sur les cryptos. c'est ça. Moi, à titre perso, j'aime bien voilà, Kraken, Bitfinex. Enfin, à titre perso, je l'utilise pas en tant que particulier pour faire mes achats, puisque justement, l'interface, c'est pas top. Mais je les aime bien parce qu'ils ont beaucoup de liquidité et c'est quand même des services pour de l'entreprise, justement pour des acteurs comme nous qui veulent. Nous aussi, du coup, finalement, traitons pas mal de volume et on a besoin d'un service qui est quand même dispo à 24, qui a des API, hein, donc pour ceux qui sont techniques, qu'on puisse connecter à notre service, qui avec des services, voilà, enfin, l'API, elle doit jamais être, doit toujours être disponible finalement, et assez de liquidité pour que nous, aujourd'hui, on traite X de volume, mais demain, si on en traite fois 10 ou fois 100, il faut qu'on puisse jamais, voilà, que le service soit disponible en tout temps. Donc, on travaille plusieurs et au moment où vous débite, on fait un ordre d'achat en fait chez eux et les bitcoins sont rapatriés chez nous et nous, on vous les crédite sur votre compte. Ok. Donc là, tu dis que tu voulais créditer sur notre compte. Donc je suppose que c'est un service custodial. Ça fonctionne comment au niveau du service de garde? Vous avez des comptes séparés pour chaque client? Yes, donc nous, on est effectivement custodial. C'est un choix, c'est un parti pris enfin, il y a eu beaucoup de réflexions en interne pour faire bref, sans rentrer dans les détails, il y a eu beaucoup de réflexions en interne parce que, à titre personnel, effectivement, que dans un monde idéal, on ferait quelque chose de non custodial et c'est un peu le parti pris que certains ont fait. Nous, en fait, la problématique ou l'enjeu qu'on a eu, c'est que vis-à-vis de la cible qu'on voulait adresser, qui était finalement justement pas les pourcentages de Français ou d'utilisateurs qui sont déjà très familiers avec le sujet, et finalement une cible qui est beaucoup plus novice et qui sont un peu justement les amis et la famille qu'on a toujours essayé de convaincre de s'y mettre, mais pour qui c'était toujours difficile. Donc pour ces personnes-là, il fallait prioriser la simplicité versus certains autres sujets. Voilà, donc il y avait des parties pris à faire. Donc en fait, on a fait le choix de partir sur le custodial first. Nous on dit ça donc en premier. Par contre, tout en laissant la possibilité à n'importe quel moment de retirer son argent pour justement ceux qui veulent passer un peu l'étape supérieure et qui veulent se dire, ben voilà, moi j'ai un Ledger, j'ai un Cold Card, j'ai un Trésor, ou j'ai mon Blue Wallet, Green Wallet, ou peu importe son wallet, son Cold Wallet ou son Hot Wallet, et retirer ses bitcoins pour les sécuriser soi-même, ou pour envoyer ses bitcoins sur une autre plateforme si c'est le cas aussi. Donc voilà, nous c'est sur ce principe-là qu'on est parti. On a privilégié la simplicité, donc on est custodial, donc on est régulé, donc on a mis en place un système où nous on va mettre en avant tout ce qui est sécurité. Donc pareil, en fait ça c'est un sujet qu'on couvre sur la page internet dont je vous parlais plus tôt, bitstack-com/sécurité. On vous explique comment on sécurise la partie que nous on conserve. Donc aujourd'hui, faire très simple et très bref,
En fait, on a décortiqué, si on peut dire ça comme ça, enfin, on a divisé les clés en plusieurs petits morceaux pour qu'il n'y ait jamais, le cas où nous on se fasse attaquer d'un point de vue technique, qu'on se fasse hacker, quelqu'un ne puisse pas se retrouver avec la clé privée en un seul coup et finalement vider les fonds. En plus de ça, on a mis en place un système d'autorisation de transaction, donc simplifie grandement, mais entre guillemets, c'est pour dire, ben voilà, si toutes les transactions entre 0 et 100 euros, elles peuvent être faites avec une seule signature. Toutes les transactions entre 100 et 1000 euros, c'est 3 signatures. Enfin voilà. Je vous donne des exemples. C'est plus compliqué que ça. Et il y a beaucoup de règles qui va définir quelles transactions peuvent être approuvées par quel type de personnes et par combien de personnes. Et donc tout ça est documenté le plus simplement possible sur cette page internet-là. Et l'utilisateur a toujours l'option, comme je disais, pour le rappeler, de retirer ses bitcoins lui-même. Mais nous, on est custodial effectivement par choix pour mettre en avant la simplicité. Ok, ça marche. Et du coup, bon, on parlait peut-être un petit peu des frais, parce que, ben, on va pas se mentir, il y a certains exchanges qui sont un petit peu des voleurs. Bon, tu vas peut-être me dire que vous avez les mêmes frais, je suis désolé. Il faut bien que tout le monde mange. Ça coûte combien, en fait? Admettons, je sais pas, j'ai 0,001 bitcoin à retirer. Ça me coûte combien en frais le retrait? Ouais, c'est ça, j'allais demander en fait de quels frais on parle, parce que c'est vrai que souvent il y a deux types de frais sur les plateformes. Il y a les frais d'échange, donc sur les ordres d'achat, les ordres de vente, je pourrais parler de cela juste après aussi. Sur les frais de retrait, il y a deux bonnes nouvelles avec Bitstack, puisque moi je te rejoins là-dessus, du coup, pour moi c'est du vol. Et donc du coup ça va répondre à la question, on ne fait pas ça. Mais en gros, ce qui devrait être standard dans l'industrie, c'est que vous ne devriez jamais payer plus que les frais de réseau de la chaîne. Donc, si on parle de Bitcoin, donc restons sur Bitcoin, vous ne devriez jamais payer plus que les frais de réseau Bitcoin à un instant T. Si un exchange vous facture plus que ça, c'est qu'ils prennent des marges dessus. Donc, on va pas les citer, mais ceux qui vous facturent 20 dollars ou 20 euros le retrait, alors que en ce moment sur Bitcoin, on est à quelques centimes, on est à quelques stats, donc on parle vraiment de vraiment quelques centimes, si ce n'est même moins, c'est du vol. Donc nous, on fait deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, pour être très concret, on offre tous les frais de réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez zéro. Puisque en fait, nous, on paie les frais de réseau Bitcoin, on les subventionne. Le jour, et ça c'est temporaire, puisqu'aujourd'hui, voilà, c'est un peu le cadeau qu'on faisait à la communauté, surtout que les gens en fait étaient bêta-testeurs sur l'application pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, ça fait 3-4 mois qu'on a lancé l'application. Donc nous, c'était un peu une façon de créer un genre de donnant-donnant entre les gens qui dénichaient des bugs sur l'application, voilà, qui nous faisaient confiance dès le début. Donc aujourd'hui, on offre les frais de réseau Bitcoin pour les retraits Bitcoin. À terme, on va pas subventionner les frais, mais par contre, on vous en facturera pas plus, justement. Donc les frais de réseau Bitcoin, on vous les affichera. Enfin, il faut qu'on voit un peu l'interface pour qu'on fasse ça pas trop compliqué, encore une fois, et qu'on reste sur de la simplicité absolue. Mais l'idée, c'est en tout cas que vous payez seulement les frais de réseau Bitcoin. Après, peut-être que si on est un peu plus avant-gardiste, on essaiera de vous faire des options comme il y a dans certaines apps, c'est-à-dire vous voulez que la transaction elle se fasse rapidement, moyennement rapidement ou lentement, puisque en fonction, pour ceux qui connaissent des frais, ça marche plus ou moins de la même manière sur toutes les chaînes, mais en tout cas sur Bitcoin c'est comme ça. Ben, votre transaction sera priorisée par les mineurs, donc certainement qu'on vous montrera ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne prendra pas de frais sur les retraits Bitcoin. Voilà. Donc ça c'est pour la partie frais des retraits. Pour couvrir la partie frais d'achat-vente, nous, on facture 1,99%, donc 1,99% sur tous les ordres d'achat et tous les ordres de vente. Donc, que ce soit un achat ponctuel, du récurrent ou de l'arrondi. Donc, si vous mettez 100 euros de côté, vous faites un achat de 100 euros, on va vous facturer 1,99 euros, 1,99 €, que ce soit à l'achat ou à la vente. Et pour être précis, et c'est un sujet qu'on discute souvent, d'ailleurs, on a un groupe Telegram pour tous les utilisateurs Bitstack et bientôt sur Discord. On en discute beaucoup parce qu'on nous dit, les frais, il y en a qui comprennent que c'est pas beaucoup, mais il y en a qui nous disent, ah oui, mais moi je vois que sur d'autres plateformes, il n'y a pas de frais. C'est un peu le sujet du moment, il n'y a pas de frais ou il y a très peu de frais. Et moi j'aime bien rappeler un peu à tout le monde, et travaillant dedans, entre guillemets, je peux aussi vous le confirmer, ça n'existe pas le pas de frais. C'est-à-dire, enfin, c'est un peu, on le disait ça pour plein de produits, plein de services dans la vie de tous les jours, mais ça revient à la même chose sur les exchanges, les plateformes d'échange. Quand ils vous disent qu'il n'y a pas de frais, ce qu'ils font, c'est qu'il faut checker le prix du Bitcoin qui vous affiche. Alors, on sait que déjà sur Bitcoin, il y a quelque chose, enfin, sur les plateformes d'échange, il y a quelque chose qui s'appelle le spread. Le spread, parce que finalement, en fait, c'est justement l'écart qu'ils vont créer entre le prix du Bitcoin que eux obtiennent justement via leur fournisseur de liquidité et le prix du Bitcoin qu'ils vont vous afficher.
Donc, il y a une tactique assez courante qui va être de vous dire, je facture 0% de frais. Par contre, dans le prix du Bitcoin que je vous affiche, il va y avoir un écart de 3, 4, 5%. Donc, il y a des plateformes qui font même les deux, qui vous disent, voilà, non, on facture 1% de frais, et c'est tout. Alors qu'ils font 1% plus peut-être 3% de spread. Donc, nous, on se fait souvent critiquer, 1,99%, c'est élevé. Mais c'est vrai que j'essaie d'expliquer aux gens, mais oui, mais nous, on vous met pas de spread. Nous, on prend le prix que notre fournisseur, qu'un Kraken, qu'un Bitfinex ou autre nous donne. Littéralement, on prend ce prix-là, on vous l'affiche et on vous met, ben voilà, on essaie de faire ça en fait de façon super transparente. On ajoute un 99, donc on calcule, vous avez fait un ordre d'achat de 100 euros. Donc 100 euros, ça vous donne tant de Bitcoin, 1,99% de frais, donc ça va faire 1,99 €. Donc vous allez avoir X nombre de Bitcoin pour tel montant. Euh, voilà. Donc nous, c'est un peu le choix qu'on a fait. C'est pas compris par tout le monde parce que c'est sûr que en superficiel, 0%, c'est plus attractif qu'un point 99. Mais j'essaie justement de rappeler que malheureusement, essayer de comparer, c'est un peu compliqué, mais essayer de comparer les différents prix Bitcoin qui vous sont affichés dans différentes apps ou dans différentes plateformes, puisqu'il y a des spreads qui sont inclus. Voilà. Donc un peu pour la petite anecdote et la longue parenthèse, je m'excuse, mais c'est quelque chose que je pensais important que tout le monde sache, en tout cas tout le monde garde en tête que voilà, il y a d'autres façons d'avoir des frais cachés pour beaucoup de plateformes. Non, mais tu fais bien de le rappeler. Et puis, enfin, on peut se dire aussi qu'une entreprise qui affiche 0%, il faut toujours réfléchir à comment elle mange. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut bien rentrer des sous dans la caisse. Vous ne travaillez pas bénévolement. Et si c'est 0% partout, si on paye que les frais on-chain pour le retrait, etc., il faut bien effectivement, du coup, qu'il y ait des revenus qui tombent de quelque part, quoi. Et du C'est coup, ça. cette formule est incompressible ou admettons, si on paye un abonnement, il y a possibilité de réduire ses frais et ce qui vous, de votre côté, vous garantit un certain retour par mois. Ouais, c'est super intéressant parce que enfin, on n'a rien d'officiel encore que je peux annoncer, mais on réfléchit beaucoup sur le sujet. Enfin, en tout cas, la question de comment minimiser les frais pour nos utilisateurs, c'est une question qu'on se pose tout le temps puisque c'est un peu l'objectif et on veut que le service soit le plus, enfin, je veux dire, dans un monde idéal, on veut que le service soit le plus simple et gratuit, hein, comme on l'a dit, mais après, voilà, faut pas rêver non plus. On est obligé de pouvoir aussi couvrir nos coûts, sachant qu'aujourd'hui, on a vraiment favorisé la simplicité. Si on a beaucoup de coûts parce que voilà, on a choisi des meilleurs prestataires, on a une infrastructure où on permet de plugger différentes choses. On peut faire du prélèvement par carte instantané, alors que c'est pas le cas sur beaucoup de plateformes. Il y a souvent des délais de virement de 2-3 jours, etc. Donc vous savez pas vraiment à quel prix vous achetez le Bitcoin. Donc on a fait tous ces choix-là qui fait qu'aujourd'hui le coût opérationnel de la plateforme est assez élevé. Donc on a fait le choix de partir sur 1,99%. Mais effectivement, on travaille sur pas mal de choses. Je peux pas du coup tout dire, mais on travaille sur pas mal de choses pour essayer de réduire ces frais-là au maximum, que ça soit directement les frais sans implication, mais aussi sur certaines formules, comme tu as pu l'évoquer, potentiellement sur soit des abonnements, soit des mécaniques sur lesquelles un utilisateur pourrait réduire ses frais. Il y a pas mal de sujets en fait, et potentiellement il y aura une combinaison de différents sujets qui seront mis en place, mais en tout cas pour réduire les frais, c'est définitivement quelque chose qu'on regarde. Ok. Du coup, je vais pas en demander plus là-dessus. Moi, j'ai pas mal d'idées qui me viennent. Au pire, on pourra en discuter en off. Sinon, tout à l'heure, tu parlais aussi de faire des mouvements dans les deux sens au niveau du Bitcoin. Donc, est-ce que vous permettez aussi, par exemple, la revente de Bitcoin? Admettons, ça fait pendant tout le bear market, là, je fais toutes mes petites dépenses avec ma carte bleue, j'accumule pas mal de Satoshi. Et hop, prochain bull run, ça arrive, le prix décolle littéralement. Est-ce que j'ai possibilité de retransformer ces bitcoins directement au travers de Bitstack en euros et de recréditer mon compte en banque avec? Ouais, exactement. C'est super important pour nous. En fait, nous, on a mis plusieurs sujets sous une seule thématique, sous la même thématique qui est que l'argent doit être accessible à tout moment. C'est hyper important pour nous, donc c'est un peu presque un principe sur lequel on se repose. Donc l'argent, c'est du Bitcoin et de l'euro finalement. Enfin, c'est du Bitcoin, mais qui peut soit se retransformer en euros et donc pouvoir récupérer ces euros, c'était hyper important pour nous. Ou justement de pouvoir, c'est pas forcément le cas de tous les exchanges et surtout au début, de pouvoir retirer ces Bitcoins. Donc nous, on a priorisé ces deux fonctionnalités-là. Donc, pour rappeler, on peut effectivement retirer ses bitcoins, puisque dans l'application Bitstack, on détient du bitcoin, hein, son épargne elle est en bitcoin. Donc, on peut soit retirer ses bitcoins pour les envoyer sur son propre cold wallet ou hot wallet, donc son ledger ou autre,
ou sur une autre plateforme, mais on peut effectivement à tout moment vendre instantanément une partie ou la totalité de son épargne. Donc vous avez, disons que vous avez 0,01 Bitcoin, ben vous pouvez vendre 0,05, enfin voilà, peu importe, vous pouvez vendre une partie ou la totalité de votre épargne. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va effectuer un ordre de vente instantanément. Donc on va vous dire, ben pour ce nombre-là de Bitcoin, vous allez récupérer tant d'euros. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va instantanément, en parallèle, effectuer un virement. Enfin, consécutivement, on va effectuer un virement pour vous renvoyer les euros sur votre compte bancaire. Donc après, là, on vous explique, on vous dit, voilà, ben, la conversion, elle est instantanée, donc on vous garantit X de euros, et on vous dit, ben voilà, maintenant, dans 2 à 3 jours ouvrables, malheureusement, c'est les délais bancaires. Généralement, c'est plus entre 1 et 2, mais ça peut arriver que ça aille jusqu'à 3, donc on dit entre 2 et 3 jours ouvrables, vous allez recevoir vos euros sur votre compte bancaire. Et ça, vous pouvez suivre vous pouvez tracer ça sur sur l'application directement. Donc, dans l'application, il y a un onglet qui s'appelle Activité, dans lequel vous avez en fait un récapitulatif de tous vos transferts, que ce soit tous vos ordres d'achat, vos arrondis, vos récurrents. Vous allez voir toutes les lignes, un peu comme un relevé bancaire. Et vous allez pouvoir voir les ordres qui sont en cours, les ordres qui sont réussis, ceux qui ont échoué s'il y avait un problème avec la carte ou autre, etc., etc. Et vous allez avoir le détail sur chacun, les prix d'achat, l'heure d'achat, les frais qui ont été appliqués, etc., etc. Ok, top. Et du coup, la grande question, vous fournissez une feuille pour la déclaration d'impôt? Ouais, c'est la grande question. C'est un peu ce qu'on nous demande souvent. Nous, sachant qu'on a démarré le projet ce début d'année, c'est malheureusement pas quelque chose qu'on a pu ajouter dans l'application dès le début. Euh, je devrais pas promettre, puisque je préfère moi toujours annoncer les choses une fois qu'elles sont déjà faites, plutôt que d'être quelqu'un qui promet et après d'être potentiellement de pas l'avoir mis dans l'app. Mais je peux presque vous garantir que ça sera le cas. On est en train de discuter avec plusieurs partenaires pour créer une belle petite intégration dans l'app. Donc, ce sera brandé Bitstack et enfin, normalement, je pense, faut qu'on voit les détails, mais en tout cas que via Bitstack, vous pourrez directement vous simplifier tout le processus de déclaration d'impôt. Parce qu'aujourd'hui, en fait, nous, ce qu'on fait, on fait le minimum, si j'ai envie de dire, et je dis ça contre nous presque, donc je devrais pas dire ça, mais nous, on fait le minimum, c'est-à-dire qu'on vous fournit dans l'application, vous allez dans Compte, vous allez dans Documents, on a créé un genre de relevé mensuel manuel qui vous permet à minima de retrouver le récapitulatif de toutes vos transactions avec les prix d'achat, les frais, etc., pour que vous puissiez quand même faire votre déclaration manuellement, vous, de votre côté. Mais c'est vrai que pour nous, c'est pas suffisant. Et encore une fois, on est sur une démarche où on veut vous faciliter. Enfin, nous, Bitstack, c'est la simplicité absolue. C'est vraiment, on veut que pour des novices, ça soit ultra simple d'embarquer sur ce sujet-là et de pouvoir acheter du Bitcoin et épargner en Bitcoin. Donc, le sujet des déclarations est hyper important pour nous. Et donc, on est en train de discuter avec différents partenaires pour qu'en fait, potentiellement, il y ait directement vos fichiers qui soient, vos fiches de déclaration qui soient auto-remplies, etc. Donc, je veux pas nommer, mais je pense que vous en pensez parce que peut-être vous les utilisez à titre individuel. Il y a pas mal de services qui sont montés, qui sont super cool, super simples, et nous, on réfléchit pour directement les intégrer dans Bitstack pour que ça soit hyper simple. Voilà. Donc, ça sera le cas avant la fin de l'année pour la prochaine déclaration. C'est ça que je voulais, je voulais dire. Ah, là, le petit teaser. C'est ça, exactement. Du coup, petite question. Au début, tu nous as parlé que bah, vous visiez le marché français. Du coup, est-ce que vous êtes compatible uniquement avec des banques qui sont implantées en France? Est-ce que je vois, j'ai Neylik là qui est dans le chat et qui dit qu'il est en attente de vérification pour son compte. Est-ce que vous fonctionnez pour les Belges? Parce que notre ami Neylik est belge. Yes, on n'a pas oublié nos amis belges. Bitstack est disponible en Belgique, est disponible dans 15 pays européens, en fait, déjà dès aujourd'hui. Euh, donc en fait, on parle souvent de la France parce qu'aujourd'hui, il fallait bien qu'on s'implante quelque part, il fallait qu'on s'enregistre d'un point de vue conformité, d'un point de vue réglementaire, à une autorité locale. Donc on a choisi la France puisque en fait, il y avait tout un choix stratégique, mais il faut aussi savoir pour les curieux, la France a quand même été le pays qui a finalement pas mal dirigé les conversations réglementaires pour l'Europe, parce qu'en fait aujourd'hui il y a des discussions qui sont en cours sur comment réglementer tout le marché européen, enfin en tout cas de l'Union européenne. Et la France avait une partie un peu de leader sur cette conversation-là. Donc nous on s'est implanté en France puisque c'est le cadre qui est le plus rigoureux et le plus complet aujourd'hui pour qu'on puisse justement de la France partir sur d'autres marchés. Donc on est déjà disponible dans 15 marchés, dont la Belgique. On permet de connecter des comptes bancaires français, belges et donc de ces 15 pays européens. C'est juste que
Nous, on communique peu dans ces pays-là parce qu'il faut finalement s'enregistrer aussi d'un point de vue réglementaire dans ces pays-là si on veut vraiment aller faire de la pub ou vraiment promouvoir le service là-bas. Donc, on n'en parle pas beaucoup, on se concentre pas mal sur la France, mais c'est déjà disponible dans 15 pays et on travaille pour que ça soit disponible sur toute l'Europe. Et si le compte est en cours de vérification, c'est juste parce que il y a un petit, enfin, il y a un délai, donc pas de souci là-dessus. Ça a rien à voir avec le compte bancaire. Voilà, juste pour rassurer, c'est que l'équipe doit confirmer le compte, que tout soit en ordre, et hop, après on vous valide et vous pouvez démarrer. Ok, et du coup, quand tu parles de pays européens, on parle de l'Union européenne ou la Suisse qui est un petit peu isolée au milieu, elle est comprise dans ces pays européens? Alors c'est oui et non dans le sens où on peut aller dans d'autres pays européens. Enfin, je prends un contre-exemple qui est le Royaume-Uni, qui va pas faire partie de l'Union européenne, enfin qui fait plus partie de l'Union européenne, mais qui finalement d'un point de vue technique, enfin technologique, l'application elle va pouvoir être disponible on va pouvoir permettre à des résidents euh, du Royaume-Uni, enfin des UK, de pouvoir connecter un compte bancaire British, mais la Suisse, pourquoi je disais oui et non, la Suisse c'est un tout petit peu compliqué, et ça me rend fou si je peux dire ça comme ça, parce que on a comme il y a toute une partie suisse francophone et que la Suisse est finalement pas si loin que ça géographiquement. On a pas mal de demandes en Suisse, on a déjà des utilisateurs en Suisse. Le seul contrainte, c'est qu'en fait, vous ne pourrez pas connecter de banque suisse. Donc, vous pouvez utiliser Bitstack en étant résident suisse et ajouter une carte suisse pour faire de l'achat ponctuel et pour faire de l'achat récurrent. Vous n'allez pas pouvoir connecter de compte en banque suisse, en tout cas pour le moment. C'est un peu la mauvaise nouvelle, malheureusement, et c'est contre moi, parce que la Suisse n'est pas soumise à cette directive de services européenne dont je vous parlais plus tôt, et donc les banques suisses ne mettent pas à disposition les données bancaires de leurs utilisateurs. Il n'y a pas de moyen technique pour nous d'intégrer ces banques-là. Donc c'est hyper compliqué. Il faudrait soit qu'on aille voir ces banques-là une par une, chaque banque suisse, et qu'on leur fasse des demandes et qu'on fasse des intégrations techniques customisées pour chaque banque. Donc vous imaginez bien le truc bien compliqué. Donc c'est pas possible aujourd'hui. On peut pas en fait finalement offrir ce système d'arrondi en Suisse. En tout cas aujourd'hui, je dis ça parce que rien n'est impossible et qu'on trouvera certainement des solutions. Mais pour nous, c'est compliqué du coup. Et c'est pour ça que on a des résidents, des utilisateurs suisses, mais le produit va être limité, entre guillemets. Enfin, il y aura juste pas l'arrondi, quoi. Ok, ça marche, nickel. Je vais peut-être laisser la parole à notre communauté. S'il y a des personnes qui veulent poser des questions, eh bien, ça va être à votre tour. Allez-y. Là, j'en ai une petite. Au niveau des paiements, donc le paiement Bitcoin, donc sur le réseau Bitcoin, est-ce que vous avez prévu de faire des paiements sur le Lightning? Yes, très bonne question et je suis content parce que moi, c'est un sujet que je pousse énormément en interne. Alors, malheureusement, comme tout sujet, on a pas mal de choses à prioriser, donc c'est pas quelque chose, je vais pas non plus, encore une fois, promettre, ce sera pas là demain. Mais l'intégration du réseau Lightning, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup, sur lequel on réfléchit déjà. Donc, ça sera possible, c'est la réponse courte. Euh, mais voilà, je peux juste pas donner de délai parce que pour être honnête avec vous tous, je sais pas exactement quand ça sera fait. Mais c'est dans la pipeline, c'est dans la roadmap pour que ça soit voilà encore plus simple et que vous puissiez payer de manière instantanée, même faire des transferts entre amis avec des frais encore plus faibles, puisque voilà l'avantage du réseau Lightning, c'est que c'est instantané et c'est à presque sans frais. Donc c'est dans la roadmap. Ok. J'avais du coup une deuxième question pour en revenir au niveau des multiplicateurs des transactions au niveau des arrondis. Ouais. Est-ce que dans un avenir enfin proche ou lointain, vous avez prévu de pouvoir customiser un petit peu les multiplicateurs en fonction des types d'opérations? Je sais pas, je prends un exemple. Tu prenais l'exemple du café. Par exemple, on va dire sur un café, donc les dépenses courantes, t'appliques un multiplicateur, je sais pas moi, de 4. Sur une facture d'électricité, tu changes. Est-ce que c'est quelque chose vous avez éventuellement prévu ou pas? Ouais, on regarde en fait, nous la thématique enfin la thématique qui englobe tous ces sujets-là, c'est comment permettre à nos utilisateurs de vraiment, c'est quelque chose que j'ai mentionné plus tôt, mais de créer un plan d'épargne personnalisé. En fait, nous on le voit comme ça, on part du principe que chaque utilisateur devrait pouvoir épargner de la manière qui lui convient le mieux.
et qui s'adapte à son style de vie finalement, puisqu'il y a des gens pour qui l'épargne, enfin voilà, c'est pour qui ça va être difficile de mettre de l'argent de côté. Donc l'arrondi, voilà, c'est déjà une première manière un peu de se dire, bah à chaque fois que je dépense, je mets un peu de sous de côté, comme on le faisait avec une petite tirelire à l'époque. Mais effectivement, il y a peut-être des gens qui veulent être un peu plus ludiques ou qui ont des capacités d'épargne plus importantes et donc qui veulent multiplier ou qui veulent mettre en plus 50 euros par semaine ou voilà, il y a plein de sujets qu'on pourrait évoquer ou qui veulent avoir une troisième règle d'épargne. On peut être assez créatif. On pourrait se dire que potentiellement, quand ma fiche de paie tombe, je vais automatiquement mettre un certain pourcentage. Ça, c'est des choses qu'on a déjà réfléchi. Euh, donc pour sur ta question précisément, nous on n'avait pas, c'est intéressant, c'est noté parce que moi j'y avais pas pensé comme ça. On a pensé à quelque chose, du coup je vais peut-être partager, qui était un peu similaire, qui était finalement de laisser les multiplicateurs comme ils sont, parce que les multiplicateurs c'était juste voilà, vous avez 40 centimes de arrondi, c'est x1, x2, x5. On peut en ajouter d'autres, mais ça restera des multiplicateurs. Par contre, il y avait des utilisateurs qui nous avaient proposé d'avoir un nouveau une nouvelle fonctionnalité en fait qui permettrait d'avoir un arrondi qui n'est pas le même en fonction du nombre du montant. Je m'explique. Sur des transactions qui sont moins de 10 euros, on arrondirait à l'euro supérieur. Des transactions qui sont dans les dizaines d'euros, on arrondirait à la dizaine supérieure, etc. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais du coup, on aurait des arrondis plus importants, plus les montants sont importants, parce que sur peut-être un virement de 2300 euros, 2348 euros et 50 centimes, peut-être que pour certaines personnes, 50 centimes d'arrondi, ils auraient peut-être voulu arrondir à 2350, donc de 2 euros ou 2500. Je sais pas, je donne des exemples un peu fous, mais ça, c'est un peu l'angle qu'on avait plus abordé, mais je l'ai noté, en tout cas, il y a plein de façons de le faire, donc on regarde un peu qui serait le mieux pour tout le monde. C'est des sujets, effectivement, qu'à court terme qu'on regarde. Faudra juste voir quelle forme ça prend, quoi. Ok. Euh, une question sur la partie custodiale. Est-ce que du coup vous envisagez de proposer un service non custodial dans enfin, je sais pas, dans l'année ou dans les années à venir pour les clients? Enfin, un petit peu comme une option supplémentaire, étant donné que bah, votre but, c'est quand même de faire un service qui soit accessible facilement à tous, sans notion fondamentale. Du coup, d'avoir peut-être une option voilà pour les gens qui sont plus à l'aise avec cette partie non custodiale. Carrément, carrément. Moi, c'est marrant parce que c'est un sujet on en parlait encore aujourd'hui. Euh, Techniquement, c'est assez lourd pour faire ça bien et pour faire ça de manière sécurité. Donc, ça va prendre du temps, mais c'est un sujet sur lequel on travaille déjà. Je ne peux pas te donner tous les détails, mais effectivement, nous, on part du principe et ça va répondre à la question, je pense, implicitement. On a effectivement fait des parties pris qui vont mettre en avant la simplicité, qui va prioriser la simplicité. Et en fait, nous, on part du principe qu'après, l'utilisateur va pouvoir opt-in, va pouvoir donc du coup enclencher ce qu'il veut, presque par niveau, en fait, si vous voyez un peu ça comme ça. Donc, c'est exactement comme tu le disais. C'est-à-dire que voilà, à la base, on va dire, ben voilà, on a priorisé la simplicité, donc tout va être fait pour vous. Par contre, pour l'utilisateur qui veut retirer ses bitcoins, ben, il peut retirer. Pour l'utilisateur qui veut finalement générer en wallet, on pourrait imaginer quelque chose dans l'app, effectivement, sans rentrer en détail, ou hop, l'utilisateur pourrait dire, ben voilà, je veux générer mon wallet, et on lui montrerait ces 12 à 24 mots, d'un coup, il deviendrait non-custodial, et lui sécuriserait ses propres bitcoins directement dans la Bitstack, mais en tout cas, ça serait c'est lui qui détiendrait la clé. Donc ça, c'est des sujets qu'on regarde, sur lequel on travaille déjà pour le coup. Donc c'est des sujets à la fois court terme et à la fois long terme parce que c'est assez Mhm. complexe à mettre en place et c'est quelque chose on peut pas mal le faire parce que ça doit être hyper bien pensé à la fois sur l'explication parce qu'encore une fois, nous, il faut pas oublier qu'on est sur une cible novice. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait aussi l'accompagnement d'un point de vue expérience utilisateur pour dire ben voilà, quand vous cliquez là, ben, ça va vous générer cette phrase, enfin, ou cette combinaison de mots. Qu'est-ce que cette combinaison de mots veut dire? Qu'est-ce qu'elle implique? Parce que si vous la perdez, c'est un peu le désavantage du non custodial, mais nous, vous pourrez pas nous contacter sur le support client comme les gens le font aujourd'hui, directement par chat dans l'app. Donc voilà, il y a plein d'applications sur lesquelles à considérer, quoi. Mais oui, c'est un sujet moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup celui-là. Donc je pousse pour que ça soit fait le plus vite possible. Vous n'avez plus qu'à monter une petite académie à côté pour toutes ces différentes étapes. Ah ben Euh, si vous me tirez toutes les nouvelles fonctionnalités, non ça veut dire que c'est prévu, ça. non, je peux pas dire Non, que c'est prévu parce que ça va pas. malheureusement, on n'a pas le temps. Enfin, aujourd'hui, pour vous dire, on est encore, enfin, on n'est pas beaucoup dans l'équipe de Bitstack, on est moins de 10. Donc, voilà, malheureusement, on peut pas non plus tout faire et on essaye de prioriser un peu de manière un peu stricte les choses les plus importantes
sur le fonctionnement de l'app et sur les fonctionnalités qui nous sont le plus demandées. Mais effectivement, nous, encore une fois, en fait, j'ai presque envie de vous dire, si vous voulez deviner c'est quoi la roadmap de Bitstack, il faut juste partir du principe euh, comment est-ce qu'on, encore une fois, dans un contexte où on s'adresse à une cible de personnes qui n'ont jamais acheté de Bitcoin ou qui n'ont jamais vraiment abordé ce sujet de la crypto, c'est quoi un peu les étapes de démocratisation? C'est effectivement de leur faire acheter leur premier Bitcoin, ensuite de leur proposer d'autres produits, ensuite de les éduquer sur différents niveaux de sécurité qu'on pourrait prendre et par niveau, un peu comme on disait, devenir de plus en plus souverain sur son argent. Voilà, donc c'est un peu ça la roadmap Bitstack. C'est partir d'un produit ultra simple, euh, un peu ultra basique, hein, sans vraiment la connotation négative, mais plutôt la connotation positive. Et de là, en fait, par palier, accompagner les utilisateurs jusqu'à qu'ils puissent faire tout ce qu'ils veulent, en fait, finalement, et configurer le produit comme ils le souhaitent. Ok. Tiens, une autre question qui a un petit peu finalement, enfin un petit peu en lien avec l'emploi parce on a des gens qui nous écoutent qui font partie d'OnChain Job. Est-ce que vous avez aujourd'hui, par exemple, des offres, enfin, est-ce que vous recherchez des candidats, vous avez des offres d'emploi, dans quel secteur, enfin, sans forcément rentrer dans des détails super techniques, mais si des fois il y avait quelqu'un parmi l'audience qui pouvait être intéressé par l'une de ces offres. Ouais, carrément. Alors aujourd'hui, on recrute pas ou peu. Je pense qu'on a peut-être 2 offres d'emploi qui sont sur notre site, mais on vient tout juste de les mettre et on communique pas dessus parce que c'est vraiment plus en amont et en préparation justement de futures annonces. Mais en fin d'année, j'invite tout le monde à regarder puisque là, on aura normalement beaucoup d'offres d'emploi à remplir, beaucoup de postes à remplir, donc et sur tous les domaines. C'est un peu la partie excitante et la bonne nouvelle. Notamment sur la partie technique, j'ai envie de dire c'est plus ou moins évident, donc sur tout ce qui est développeur, front-end, back-end, etc. Mais aussi sur la partie support client, donc succès client, sur la partie marketing, sur la partie conformité. Donc il y en aura pour tous les tous les goûts et toutes les couleurs, j'ai envie de dire. Après, bien évidemment que la partie technique, c'est là où on aura le plus de postes à remplir, mais pas que. Marketing, conformité, peut-être qu'il y aura moins de personnes dans l'audience, mais marketing et support client, c'est les 2 grosses équipes aussi et produits. Pardon, j'ai pas mentionné, mais tout ce qui est designer produit, développement produit, UX, UI, donc voilà, c'est un peu sur tous les fronts. Ok, Donc non, en c'est fin bien. d'année. Non, ça veut dire qu'il y a, voilà, il y a du mouvement, il y a des choses à faire et que malgré, encore une fois, l'emploi, ça fait partie du secteur le plus important au niveau crypto et on voit que malgré la baisse, la baisse ou la phase de range qu'on est en train de vivre, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent derrière et qui vont exploser dans les années à venir. Du Carrément. coup, pour moi, j'ai pas forcément d'autres questions tout de suite, donc je sais pas s'il y en a d'autres qu'on a dans le chat ou si Doc, tu voulais prendre le relais, ou tu avais d'autres choses derrière. J'en ai une petite, j'ai vu plusieurs personnes la poser, mais je pense avoir la réponse et je vais la transformer en question tips, si je puis dire. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si vous étiez compatible avec les cartes qui apportent du cashback, hein, les cartes Binance, Crypto.com, etc. Donc je suppose que la réponse est non, parce qu'à mon avis, ils sont pas conformes au DPS2 ou quelque chose comme ça. J'ai C'est pas ça. retenu le terme exact. C'est presque ça, DSP2, juste DSP2, DSP2. voilà. Mais c'est exactement et c'est exactement la réponse qu'on donne à nos utilisateurs qui nous contactent par chat directement dans l'app ou sur le support client par email. Mais malheureusement, en fait, nous on aimerait bien, mais comme c'est pas des banques classiques, elles sont pas soumises à ces directives là. Et du coup, en fait, on ne peut pas, bien évidemment qu'un Binance Code ne va pas nous donner accès à leurs données. Donc on pourra pas être compatible sur ces comptes-là, enfin ces cartes-là, puisque finalement la connexion, encore une fois, elle s'établit sur des comptes, cartes, peu importe. Donc non. La réponse courte, c'est malheureusement non. Par contre, je Là, vais pas. moi, je pense qu'il y a une petite astuce à tirer, c'est on peut relier notre compte, donc LCL, BNP, un petit peu ce qu'on veut comme banque traditionnelle. Du coup, vous y avez accès, vous effectuez les arrondis, etc. Par contre, du coup, pour le prélèvement, est-ce qu'on pourrait pas mettre une carte
avec laquelle on a du cashback et sur lesquels il y a les fonds, bien entendu, pour que vous puissiez faire vos prélèvements. C'est ça. Ça, c'est possible, mais je veux pas donner de faux espoirs. Nous, on le permet de le faire, puisqu'on, voilà, comme tu as très bien dit, c'est deux opérations distinctes. Donc, vous pouvez connecter vos comptes classiques et vous pouvez effectivement ajouter votre carte, n'importe quelle carte, enfin, du coup, en principe. Sauf qu'il y a un deuxième bémol, malheureusement. Ça, donc, on vous permettra d'essayer de le faire. Mais Binance et d'autres, voilà, pour les citer, slash pas les citer, bloquent l'ajout de la carte ou les opérations de paiement sur ces cartes-là. Parce que eux peuvent détecter finalement quel est le marchand, comme ça s'appelle le marchand derrière qui processe le paiement, qui traite le paiement. Et bien évidemment, il y a un peu de discrimination qui est fait envers d'autres acteurs crypto. Donc, c'est-à-dire utiliser votre carte Binance sur Bitstack ou sur une autre plateforme d'échange pour faire de l'achat de crypto, c'est possible que ça passe pas. En tout cas, nous, on le voit, donc je préfère vous donner un peu le truc tout en toute transparence. Les taux de ce qu'on appelle les taux d'acceptation sur ces types de cartes-là, donc le pourcentage de paiement qui passe est assez faible parce que malheureusement, ils bloquent les opérations. Donc, c'est encore une fois, malheureusement, pas de notre côté. Là, pour le coup, on vous laisse l'option d'essayer. Mais je peux vous dire que par exemple, les crypto.com, ça passe jamais, malheureusement. Donc, bon, mauvaise nouvelle. Binance, je crois qu'on vous laisse essayer, mais ça, parce que ça passe parfois, mais pas tout le temps. Et je sais que c'est les deux grosses cartes qu'on nous a demandé. En tout cas, c'était crypto.com et Binance. Curve, je sais que les cartes Curve, ça passe pas. Donc nous, on vous dit tout le temps, si vous pouvez nous aider, on les contacte souvent sur Twitter en mode nos utilisateurs nous demandent que vous nous fassiez quelque chose. Mais bon, après, ça, c'est de leur côté, donc c'est à eux de voir. Et puis c'est peut-être pas dans leur intérêt, si on est honnête avec nous-mêmes, c'est peut-être pas dans leur intérêt de le faire. Donc voilà, malheureusement, c'est ça le problème. Du coup, enfin peut-être une autre piste. Justement, je regardais au niveau de Binance et enfin là après ça va vous donner, enfin techniquement ça donne du travail supplémentaire. Et je sais pas, est-ce que vous pourriez imaginer par exemple que les utilisateurs exportent donc leur historique de carte pendant un mois par exemple, le déposent sur Bitstack et du coup Bitstack derrière un algorithme qui va générer tous les arrondis pour l'utilisateur. Tu vois, plutôt que de le faire chaque semaine, vu que c'est pas automatique, bon, ça fait un pont et ça permet aux utilisateurs de faire ça une fois par mois et ils font leur arrondi. Carrément, carrément. On pourrait, par contre, franchement, on pourrait, effectivement, il y aurait un petit effort technique de notre côté, mais en soi, ça c'est faisable en tout cas. Le challenge, c'est plus, malheureusement, je pense que par rapport à notre cible, en fait, il y aurait peu de gens qui le feraient. Parce Oui, que oui, finalement, donc oui, du oui, coup, c'est logique. Oui. on a pas mal d'utilisateurs qui ont, alors, il y en a beaucoup qui l'ont parce que c'est vrai que sur la partie très utilisateur crypto, bah, beaucoup de gens ont les cartes crypto qui vont avec pour tous les avantages que ça donne. Mais comme on a aussi beaucoup d'utilisateurs et j'ai envie de dire la plupart qui achètent, enfin, c'est des gens qui avaient jamais acheté de Bitcoin avant Bitstack. Tu vois. C'est pour ça encore, moi, j'aime bien le rappeler parce que Mhm. du coup, c'est beaucoup des choix qu'on fait et qu'on a pris, et des décisions qu'on a prises, c'est dans ce contexte-là. Ils en ont pas et en plus, du coup, ce genre d'opération un peu chronophage manuel, on le voit, nous, c'est vraiment la simplicité. Il faut qu'ils aient rien besoin de faire, pas de stress. Tout soit fait pour eux. Et c'est dans cette optique-là que nous on avance. Par contre, c'est possible et peut-être qu'on le fera, mais je préfère être honnête là-dessus, je pense, hein, pour être tout à fait transparent. Mhm. Non, enfin ouais, c'est vrai que c'est ouais, les gens qui vont trader forcément sur Binance, ils sont peut-être. Ouais, non, c'est logique. C'est vrai qu'on cherche des solutions où sont pas forcément utilisées derrière. Peut-être Ok, je non, rajoute. bah, Ouais, non, mais en tout cas, il y a plein d'idées super. Enfin, mais d'ailleurs, je vous remercie pour les petites idées. J'ai pris quelques notes aussi de mon côté, mais il y avait un point que je voulais rajouter, c'était aussi sur, on l'a mentionné plus tôt, sur l'arrondi qui est finalement en fait une forme de DCA. Parce que donc pour ceux qui peut-être la plupart des gens peut-être connaissent, mais le DCA qui est donc le dollar cost averaging, en fait toute l'idée de cette solution d'arrondi derrière Bitstack était aussi en fait de permettre de pouvoir répondre à cette question qu'on nous pose souvent et surtout vous devez le savoir et peut-être vous en discutez aussi sur le Discord, mais les gens qui posent la question, mais quel est le meilleur moment pour investir dans la crypto? Quel est le meilleur moment pour acheter du Bitcoin? Et donc nous, quand je parlais au tout début de notre conversation sur voilà quelles étaient toutes les barrières à l'entrée qu'il fallait qu'on élimine pour vraiment démocratiser ce sujet-là au grand public, bah, bien évidemment que ça en était une. Et l'avantage de l'arrondi, c'est que non seulement on n'a pas besoin de déterminer le montant qu'on veut investir, puisque c'est un peu une manière ludique de le déterminer, qui est un peu proportionnelle à son style de vie, puisque plus on dépense, plus on épargne, moins on dépense, moins on épargne.
Mais sous-jacent à l'arrondi, il y a effectivement cette notion et ce sujet de stratégie de dollar cost averaging, qui est une stratégie d'achat récurrent qui permet de lisser le risque. Je pense que du coup, peut-être vous connaissez tous, mais voilà, pour faire très simple, qui lisse le risque parce que vous venez faire des achats à intervalles réguliers. Et donc, vous avez des points d'entrée sur le Bitcoin. Vous achetez quand c'est haut, vous achetez quand c'est bas, vous achetez à tous les points d'entrée. Et du coup, ça vient lisser le risque. Vous avez un prix d'achat moyen du Bitcoin qui vient se lisser. Et ça permet en fait de mitiger l'impact de la volatilité du prix pour s'exposer à la performance plutôt long terme du Bitcoin qui est historiquement haussière. Donc en fait, même sous l'arrondi, qui est un peu un aspect ludique d'épargner, vous profitez en faisant l'arrondi de cette stratégie d'achat récurrent qui est le fameux DCA que beaucoup de gens connaissent, qui est à la base tout simple et dire je mets 5 euros de côté. Mais du coup, comme l'arrondi, c'est un peu un achat récurrent hebdomadaire, juste que le montant est variable, mais finalement, enfin, il reste toujours autour des mêmes chiffres parce que vous dépensez quand même de manière, les gens dépensent de manière constante, enfin sur la durée, c'est constant. Ça vient faire un achat récurrent et ça vient faire du dessert, quoi. Donc c'est pour ça que nous, on trouvait ça assez cool parce que ça pouvait être une façon ludique de profiter d'une stratégie aussi d'investissement sur le Bitcoin pour encore une fois que les gens absorbent la volatilité et qu'ils n'ont pas l'impression de trader quand ils sont sur Bitstack, puisque justement on n'est pas une solution de trading, on est une solution d'épargne. Et donc tout ça venait s'emboîter de manière assez intéressante. Voilà. Donc juste un petit point que je voulais ajouter pour terminer. Ok. Et du coup, bah, je pense que parmi nous, donc le DCA, il y en a une paire qui le connaissent. Et j'en connais aussi une paire qui, bah, quand le bull run commence à s'enclencher un peu trop violemment, l'arrête. Du coup, est-ce que sur Ouais. votre application, si on estime que là, ça commence un peu trop à s'enflammer, est-ce qu'il est possible de mettre en pause le service d'arrondi, le service de DCA, etc. Ouais, carrément. Nous, c'est un peu encore une fois dans l'optique, c'est un peu la réponse à toutes les questions, mais pour nous, par rapport à notre cible et nous, ce qui nous paraissait être le plus logique et le mieux pour nos utilisateurs, pour nous, parce que d'abord, on a construit le produit aussi pour nous en tant qu'utilisateurs, mais aussi pour nos amis et notre famille, c'était que vous soyez en contrôle de l'expérience le plus possible. Donc que ça soit de pouvoir acheter, vendre à tout moment, récupérer ses bitcoins, mais effectivement sur l'épargne, de pouvoir l'augmenter, de la réduire ou la désactiver. Donc l'arrondi, vous pouvez changer le multiplicateur en un clic sur l'application. Vous pouvez désactiver la règle d'épargne instantanément. Vous appuyez sur désactiver, ça se désactive. Vous rappuyez sur réactiver, ça se réactive. Voilà, donc vraiment en fait, on est assez content parce qu'on a une expérience qui est quand même assez complète, même si on en reste qu'au début. Donc ça, c'est déjà disponible. Et j'ai envie de dire, on essaie d'aller encore plus loin puisque on a effectivement, on a eu des retours utilisateurs sur des comportements de ce type-là, c'est-à-dire qu'il y en a qui veulent augmenter leur épargne à certains moments et la réduire à d'autres. Donc on essaie de réfléchir un peu à des mécaniques autour de ça aussi. C'est toujours en cours de réflexion, mais potentiellement des notifications qui pourraient partir en mode le prix du Bitcoin est plus bas que votre prix moyen d'achat, donc buy the dip, pour ceux qui connaissent la référence, voilà, achetez maintenant pour venir baisser votre prix d'achat moyen ou quand le bull run, quand le prix monte, et que c'est effectivement peut-être automatiquement réduire le DCA ou en tout cas avoir des tips qui partent pour vous dire ben voilà, vous pouvez réduire ou à l'inverse quand le prix est bas, ben là c'est le moment d'accumuler. Voilà. Donc c'est déjà possible de tout customiser et de tout arrêter et réactiver quand vous le souhaitez, mais on essaie d'aller encore plus loin et de vous proposer des trucs un peu ludiques, un peu sympas là-dessus aussi. Eh bien, hâte de voir la suite. Et du coup, en parlant de la suite, vous avez prévu une version navigateur, enfin, du coup, sur ordinateur, ou ça sera juste une application smartphone? Ouais, alors prévu, c'est un grand mot dans le sens où on n'a pas de date là-dessus parce qu'en fait on se rend compte que par rapport encore une fois on nous le demande très peu en fait déjà pour vous partager ça, on nous le demande très peu. Je pense qu'on ne l'a jamais vraiment demandé. D'ailleurs, je réfléchis en même temps, mais je crois pas. Euh, Parce qu'en fait, voilà, par rapport à l'offre du produit, le type d'utilisateur qu'on a et la simplicité que le mobile permet finalement, voilà, enfin, avec son téléphone, je veux dire, donc le mobile est parfait pour ça. Par contre, pour ceux qui sont techniques, on a développé Bitstack sur Flutter, qui est une framework de développement qui a été créée par Google, qui est un peu le React native de Facebook. Bon bref, peut-être c'est trop de détails techniques, mais en gros, on a développé Bitstack avec une genre un genre de cadre
autour du code qui nous permettrait de le déployer. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça nous permettrait de déployer Bitstack sur du web hyper facilement. Donc en fait, Bitstack peut typiquement déjà être sur du web. C'est juste que si on crée un produit web, ça veut dire qu'il faut le maintenir. Ça veut dire qu'il faut développer des fonctionnalités qui sont propres au web et des fonctionnalités qui sont propres au mobile. Donc peut-être une autre façon de répondre à la question, est-ce que ça viendra un jour? Certainement. Je pourrais juste pas dire si c'est demain, dans un an ou dans 10 ans. Ça va être aussi en fonction de ce qu'on nous demande. Euh, pour aussi vous dire ça comme ça, nous, en fait, tout ce qu'on construit chez Bitstack, c'est priorisé par rapport à ce qu'on nous demande, enfin par rapport à ce qui est le plus important pour nos utilisateurs. C'est pour ça aussi, si vous êtes utilisateur ou si vous comptez devenir utilisateur ou si vous êtes juste curieux et vous avez encore des questions post ce Ask Me Anything, on a un Twitter, un Telegram qui passera bientôt sur Discord parce que c'est quand même cool Discord. Mais en tout cas aujourd'hui on a un groupe Telegram sur lequel en fait tous nos utilisateurs peuvent communiquer directement avec l'équipe de Bitstack et c'est assez cool, ça nous crée un canal de communication hyper proche. Et du coup en fait là les gens nous envoient tous les jours soit des bugs qu'ils trouvent ou des fonctionnalités qu'ils aimeraient avoir ou des choses qu'ils trouvent cool. Donc c'est comme ça que vous pouvez avoir un impact sur les nouvelles fonctionnalités de Bitstack, j'ai envie de dire. Ok, ça marche. Moi, je sais pas si, parce que moi je peux encore bombarder de questions. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui veulent poser des questions? N'hésitez pas. Je vous ai connu plus bavard, les masques. Ils font les Ouais. timides ce soir. Ah, ça y est, on en a un. Non, ouais, c'est Stack 7311. Moi, j'ai une question, c'est est-ce qu'un jour il y aura une possibilité quand même de stacker les Satoshi directement sur l'application ou pas? Par stacker des Satoshi sur l'application, qu'est-ce que tu as en tête? Puisque genre, Ah, ouais, si tu peux. simplement un petit bout d'intérêt de quelque chose à partir du moment où on laisse sur l'appli les Satoshi plutôt que les rapatrier sur un wallet autre pour les placer. Ah oui, excuse-moi, c'est moi qui ai mal compris. Parce que comme nous, on dit stacker pour juste accumuler, mais je pense que tu voulais dire Ouais, stacker non, d'un point de vue stacking. stacking Ouais, épargné. Ouais, ok. Ouais, de l'épargne rémunérée, en gros, je pense que c'est ça. c'est ça. Euh, je vais être super transparent avec vous, c'est un sujet qu'on a regardé de très près. Mais bon, du coup, on pourrait en discuter, hein. Je pense que c'est un sujet, on pourrait y passer des heures rien que sur ça, mais vous le savez, il y a eu pas mal d'événements récemment qui ont remis pas mal de choses en question. Euh, donc nous, on a toujours eu une approche qui était conservatrice sur le sujet. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que nous, on est quand même assez conservateur dans l'équipe. Déjà de base, on est très justement, voilà, conservez vos bitcoins, détenez vos bitcoins vous-même, bitcoin only entre guillemets, etc., Des etc. maximalistes, quoi. Pourquoi pas? Après, je veux pas jeter toute mon équipe dans le même seau, mais en tout cas, il y en a dans l'équipe. Enfin, moi, c'est le cas aussi. Pour moi. Euh, donc voilà, on avait une approche qui était très conservatrice. Après, pour vous dire ça, c'était une des fonctionnalités qu'on nous a demandé le plus. C'était est-ce que on peut stacker mes bitcoins? Alors pour être très précis, on ne peut pas d'ailleurs stacker le bitcoin juste pour aussi j'en profite pour clarifier, puisque du coup c'est du proof of work et c'est pas du proof of stake. Donc on ne peut pas stacker du bitcoin comme on peut le faire sur d'autres jetons. Le seul moyen aujourd'hui d'avoir de la rémunération sur bitcoin, c'est de faire ce qu'on appelle du lending, mot anglais qui veut tout simplement dire en fait faire des prêts, Mm. qui est comme dans la finance traditionnelle. En fait, ça implique quoi? Ça implique qu'on prenne on prenne les bitcoins de nos utilisateurs, on les prête à un institutionnel, donc qui a maintenant une dette envers Bitstack. On leur dit on vous donne 100 bitcoins, donc vous nous devez 100 bitcoins, et eux, en échange de la conservation des 100 bitcoins, ils nous payent un intérêt sur ces bitcoins-là. Donc on a regardé ce sujet-là parce que voilà, l'objectif c'était de faire de l'épargne rémunérée, puisqu'on nous le demandait beaucoup. On était hyper conservateur, on a discuté avec pas mal de gros acteurs sur le marché, et tout ça pour dire, donc dans tous les cas, c'était pas sûr qu'on allait le faire, puisque on était aussi pas sûr de la transparence du produit, dans le sens où euh, la raison pour laquelle, désolé, je fais une réponse un petit peu longue, mais c'est un sujet que je trouve super intéressant. La raison pour laquelle ces produits marchent beaucoup, c'est que si on regarde ça de loin, qui ne veut pas 5, 10, 15, 20% d'intérêt sur son épargne? Je veux dire, d'un point de vue très basique, tout le monde veut.
Et on n'était pas sûr que nous, en tant que Bitstack, quelle allait être notre responsabilité dans le sens où s'attaque à une cible qui ne connaît peut-être pas les implications du sujet, et que si demain on leur proposait de l'épargne rémunérée, c'est-à-dire qu'on leur proposait d'épargner du Bitcoin et en plus de gagner des Bitcoins sur leur Bitcoin, est-ce que vraiment les gens allaient prendre cette décision en toute conscience de cause? Et notre réponse tendait vers le non, puisqu'on pensait que qui va dire non si on leur propose 5% de rémunération en Bitcoin sur leur Bitcoin? C'est hyper attractif comme proposition. Donc voilà, il y avait un enjeu de responsabilité qui était important. En plus de cela, il s'est passé ce qui s'est passé. Beaucoup des acteurs avec qui on discutait, et nous, on avait senti le truc pour vous dire de l'interne, puisqu'en fait, on discutait avec eux. Nous, on creusait le sujet, on avait accès à certaines données sur l'état de santé de leur business, ça faisait partie, nous, ça fait partie de notre due diligence, comme on appelle, ça fait partie de notre recherche de comprendre quels allaient être les risques, nous aussi, en tant qu'acteurs qui travaillent avec eux. On voyait que les choses tournaient un peu au vinaigre. Et du coup, pareil, on a voulu continuer d'être conservateur et pour le coup, on a bien fait puisque ça aurait pu être catastrophique si on travaillait avec certains d'entre eux. Et pour moi, l'histoire n'est pas terminée, donc à voir. Mais voilà, pour l'instant, on a fait le choix de non. Peut-être qu'on l'offrira un jour, peut-être que jamais, parce que nous, on part du principe que le risque est plus grand que l'intérêt. Voilà. Désolé pour la réponse un peu longue, mais c'est aussi pour vous partager un peu l'état d'esprit de l'équipe, comment on approche la problématique, quoi. Non, bah c'est une super réponse et du coup t'as même ouvert la porte en disant que le Bitcoin c'est pas du staking mais c'est du lending. Mais quid des autres crypto-monnaies? C'est Trading Hunter qui demande ça. Est-ce qu'un jour il sera possible de faire les mêmes arrondis avec d'autres qu'est-ce qu'ils ont marqué? Ils ont marqué EGLD par exemple. Ça m'a fait rire. Ils sont cons. Ah non, qui a osé faire ça? Ils me font rire. Donc effectivement, quid de la même application, mais avec une autre crypto, enfin un autre actif en tout cas à proposer. Scoop, on offre de l'arrondi sur Bitcoin SV. Non, je rigole. Ah. Non, mais je- c'est la deuxième crypto-monnaie qu'on va offrir, je pense. Mais non, en soi, là, je rigole plus, c'est en étant sérieux. L'ajout de TH est la deuxième fonctionnalité la plus demandée chez Bitstamp. Les deux fonctionnalités les plus demandées, c'était enfin, les gens disaient le stacking, mais bon, je reprécise. Moi, c'est pour ça que j'appelle ça l'épargne rémunérée, parce que je pense que c'est ce que tout le monde recherche, que ce soit du stacking ou du lending. Donc, l'épargne rémunérée. Et deuxièmement, l'ajout de TH, on nous le pose tout le temps, on nous tag sur Twitter, on nous le pose sur Telegram. Euh, je vous avoue que il y a deux, il y avait la réponse dans la question précédente sur le maximalisme, mais bref, c'est pas, Ça c'est se pas, divise l'équipe en deux, quoi. je vous donne la Hmm. réponse politiquement correcte ou la vraie réponse. La réponse politiquement correcte, c'est que non pour plein de raisons et je pourrais donner plein de raisons. La réponse très courte et très basique, c'est non parce que finalement nous on n'épargne pas en IF ou en autre et donc en fait on aurait du mal à faire épargner nos utilisateurs sur autre chose si nous on le fait pas nous-mêmes. Moi, c'est un peu la philosophie par laquelle j'avais démarré Bitstack. J'ai épargné depuis des années en Bitcoin et après, mon idée et ma mission, c'était de maintenant d'aider les autres à épargner en Bitcoin. Donc, ça partait tout simplement de ce constat-là. Après, pour vous quand même vous donner enfin, les réflexions en interne, je trouve que c'est toujours intéressant, plutôt que sur un tweet, vous dire non, on n'offrira jamais de l'ETH ou oui, ou etc. Quand même, la principale raison ça va paraître politiquement correct, mais c'est une vraie raison, hein. C'est super intéressant. C'est que on a quand même réalisé, et ça, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas réalisé, il y a beaucoup de gens qui se lancent sur cette mission de démocratiser la crypto en France et en Europe, et ça part d'un bon fond, sauf que justement, nous, on a fait cette démarche de recherche, de comprendre qu'est-ce qui empêchait les gens de se mettre à tomber dans le sujet. Et le mot crypto, enfin, rien que le mot crypto d'un point de vue pitch, marketing, proposition de valeur, en fait, c'est beaucoup plus simple d'avoir une proposition de valeur qui est ultra claire et ultra simple en disant votre épargne en Bitcoin, votre compte épargne Bitcoin, vos arrondis transformés en Bitcoin, que votre compte épargne crypto, vos arrondis transformés en crypto. Pourquoi? Parce que, encore une fois, pour des gens qui n'en ont jamais acheté, le Bitcoin, ça commence à faire quelques années, les gens commencent à visualiser dans leur tête qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est, quelles sont les caractéristiques du Bitcoin. Si on est là en mode on va démocratiser l'épargne en crypto, la crypto, ça implique plein de choses. Les questions qu'on nous poserait, ça serait du coup lesquelles? Quelle répartition entre celle-là, pourquoi tu as choisi 25% celle-là et 15% celle-là et 75% ou 65% celle-là, etc. etc. Pourquoi celle-ci et pas une autre?
pourquoi plus de pourcentage sur, enfin voilà, il y aurait plein de questions qui tomberaient. Du coup, il faut aussi nous éduquer sur toutes les caractéristiques de toutes les crypto-monnaies. Et en fait, on se retrouve sur un autre type de business. Un Coinbase, un FTX, un Binance, c'est leur business. Nous, c'est pas ça notre business. Nous, on est sur un produit simple, on est sur de l'épargne simple, donc en Bitcoin. Et ça, c'est la raison principale. Je veux dire, c'est celle qu'on donne, enfin, c'est celle qu'on discute en interne, c'est celle qu'on discute avec nos investisseurs, c'est celle qu'on discute avec notre communauté, nos utilisateurs. C'est qu'aujourd'hui, on veut vous offrir un produit qui est simple parce qu'on veut pouvoir onboarder 100 millions de personnes en Europe. Et que pour nous, si on veut onboarder 100 millions de personnes, c'est en restant sur quelque chose de très clair et très simple. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième que je vais faire très courte, c'est aussi qu'on a quand même une conviction, et ça, c'est peut-être la partie que certains appelleraient maximaliste. On a quand même une conviction aujourd'hui, surtout sur l'épargne, qui en France est quand même un sujet presque sacré, hein. Moi, je dis toujours en rigolant, c'est soit sacré, soit religieux. Bref, l'épargne, c'est un gros sujet. On est un peuple en France et en Europe, surtout en France, où on est très peu enfin, on est très risque averse, comme on dit en anglais. On est très conservateur, on prend très peu de risques. L'épargne, ça a souvent été relié au livret A et donc à de l'épargne sans risque avec une rémunération fixe, garantie. Enfin, il y a tous ces mots-clés qui ressortent. Et pour nous, même si on est sur un sujet beaucoup plus volatile, certains diraient, bon, le Bitcoin, c'est l'antipode de l'épargne, il y a du mot épargne en France, mais du coup, le Bitcoin, ça reste quand même une politique monétaire prévisible, fixe à 21 millions, le réseau le plus distribué et le sécurisé qui existe, etc., etc. Et donc, dans cette optique-là, sur de l'épargne, comme on se positionne comme solution d'épargne, on est beaucoup plus à l'aise et on a une conviction autour de l'épargne en Bitcoin que si demain on venait faire de l'épargne en crypto, qui est du coup par défaut beaucoup plus à nature beaucoup plus spéculative. Et du coup, on retombe sur cet argument, c'est pas notre business. C'est-à-dire, si quelqu'un veut spéculer, très bien, mais du coup, on est sur un produit de trading et pas sur un produit d'épargne indolore. Je touche rien, tout est fait pour moi, j'ai pas besoin de stresser, etc. Pas si vous voyez un peu, j'essaie un peu de vous partager nos réflexions en interne, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Ok, super. Donc Bitcoin only pour le moment, si je devais faire court. Ouais, un peu pour toujours, on l'a senti quand même. Ça c'est toi qui, ouais, ça c'est toi qui le dis, mais moi je vous donne la réponse autrement. Ok, ça marche. Je sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Sinon, on peut passer à la petite surprise que Alex nous a réservée. S'il Non? n'y a pas de Petite seconde. questions, ouais, s'il y a pas de questions, enfin n'hésitez pas à me couper là si vous avez des questions, mais juste peut-être avant qu'on passe sur le dernier sujet. Dans tous les cas, j'allais terminer aussi en disant que moi je suis toujours accessible. Enfin, je veux dire, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Et encore une fois, on a ce Telegram pour ceux pour qui ça a plu Bitstack et qui veulent tester le produit, ou encore une fois qui ont juste des questions et qui justement n'ont pas encore les réponses à leurs questions pour tester le produit. On a un Telegram, un groupe Telegram, je crois que c'est t.me/bitstack, et bientôt un Discord. Mais encore une fois, si vous nous suivez sur Twitter, ou que vous me suivez sur Twitter et que vous m'envoyez un message, c'est avec plaisir aussi pour continuer la conversation plus tard, quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ouais, pas de souci. De toute façon, on va repartager les liens d'ici la fin de la mode dans le chat, histoire que tout le monde puisse les avoir. Alors déjà, j'ai une question à poser bah, aux masques qui sont restants. Bon, vous pouvez vous manifester via le chat ou juste faire un petit oui vocal. Qui est intéressé par cette application? Est-ce que vous la connaissiez? Du coup, est-ce que vous êtes tenté de l'installer? Je vois qu'il y en a déjà plusieurs qui Voilà. ont installé l'application en fait en même temps. Je sais pas si tu vois le chat, Alex. Non, j'allais vous demander, depuis tout à l'heure, moi je crois que j'ai pas, j'ai pas le chat, mais c'est vous que vous discutez sur quel chat, du coup? En fait, quand tu es au niveau du salon The Den, tu as Ah oui, un j'ai pas ouvert le chat, ouais, onglet excuse-moi. chat et tu vas tout voir apparaître. Ouais, ok, ah ouais, ouais, carrément, j'ai loupé. Ok, top. Bah, pour ceux qui sont utilisateurs, je vous verrai. Bah, n'hésitez pas, si vous êtes utilisateur, justement, n'hésitez pas à rejoindre Telegram parce que ça permet aussi d'avoir des news sur les nouvelles fonctionnalités qui sortent, ce qui arrive dans la roadmap et tout, en fait, tout sujet à connaître sur Bitstack. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser, enfin, pour ceux pour qui ça n'intéresse pas,
hyper curieux d'avoir vos retours parce que le but c'est d'utiliser un produit, enfin de développer un produit qui est pour, enfin voilà, nous on l'a développé pour nous et pour nos amis et notre famille et tout ça, donc aussi super curieux s'il y a des freins, voilà, parce qu'on offre que du Bitcoin. Je dis ça parce qu'on nous le dit souvent. Moi, je cherchais une solution qui me permettait d'épargner en crypto, avec d'autres cryptos, donc très cool, mais c'est pas pour moi. Ou moi, j'ai un frein parce que je veux pas connecter mon compte bancaire. Voilà. Moi, je suis hyper preneur de tout ce genre de choses, donc vraiment, il y a Moi, pas je de peux faire non-dit. Dites-moi. Ouais, vas-y. moi, je disais, moi, je peux faire un mini retour. Donc, bonjour Alexandre, c'est Nelik, le Belge. Euh, donc, moi, pour moi, j'avais déjà installé l'application il y a un certain temps, mais j'ai juste activé mon compte aujourd'hui. Et je pense que je vais malheureusement pas l'utiliser puisque je dépense plus rien avec ma carte bancaire normale et que je Ouais. paye tout avec des cartes à cashback. Donc, pour moi, euh, à part les deux peut-être transactions que je fais encore avec mon compte normal par mois, ça va me rapporter 2 centimes de Bitcoin par mois. C'est pas avantageux. Mais par contre, pour mes parents, par exemple, où j'ai déjà essayé de leur parler d'une carte à cashback et que le fait d'envoyer de l'argent et tout, ça les perturbe un peu trop. Là, ils ont rien à faire et juste à lier. Et là, je pense que c'est un bon point d'entrée pour les porter à investir contre leur gré Ouais, carrément. Et si je peux dans le Bitcoin. Ouais, carrément. Et Moi, si je peux rebondir. Juste, excuse-moi, attends, je veux juste rebondir sur ce que tu disais, Nelly, que c'est parce que c'est super intéressant. C'est un des sujets qu'on nous dit souvent, c'est en fait les gens veulent utiliser Bitsack, l'épargne par arrondi, ça leur plaît, ou même potentiellement d'autres services qu'on offre aujourd'hui ou dans le futur. Mais effectivement, parce qu'ils utilisent des cartes à cashback crypto comme crypto.com, Binance et autres, ils peuvent juste pas. Et donc, je te comprends tout à fait. Et c'est totalement respectable, c'est normal. Je laisse un petit teaser du coup parce que je me sens obligé, parce que ça me rend triste en fait que les gens, que juste en fait nous on aimerait bien que ça marche et ça marche pas à cause des raisons qu'on a déjà évoquées. C'est possible qu'on retrouve dans Bitstack d'autres types de produits qui permettraient d'avoir plein de bénéfices comme ce qu'il y a sur ces autres cartes. C'est hyper implicite ce que je dis, mais j'en dis pas plus parce que là, je peux pas pour le coup. Mais je sais qu'on adore tous les choses comme le cashback et d'autres choses. Voilà, je peux pas donner les détails, mais il y a des choses du coup qu'on sera obligé de faire nous-mêmes puisqu'on ne pouvait pas vous permettre de les connecter. Et donc, possible qu'on retrouve ce genre de choses chez Bitsack. J'en dis pas plus, mais voilà. Et oui, je te rejoins sur le fait que la mission de Bitsack, c'était en fait d'avoir un produit qui était le produit qu'on pouvait finalement proposer à ses amis et sa famille. Euh, Au repas de Noël, pour ceux qui connaissent la référence, ou au repas de famille où on est un peu la personne chiante qui veut que tout le monde s'y mette. Euh, c'est un peu l'idée, c'est de dire, ben, regarde, je t'aide à créer ton compte, connecte ton compte bancaire et tu verras, c'est hyper cool, c'est ludique, c'est $1, tu peux récupérer ton argent quand tu veux, c'est hyper simple, et en même temps, regarde, tu vas avoir du Bitcoin, laisse ça pendant quelques années, tu verras ce que ça donne. Donc, je te rejoins là-dessus, c'était totalement l'idée avec Bitstack. Bah, ça marche sinon, bien moi dans ce j'ai cas-là une alors. petite idée de contournement justement par rapport à ça. Euh, Vu que vous avez accès en lecture au compte, que ça marche sur les prélèvements, etc., quand on fait un virement, parce que bah, je pense que les trois quarts d'entre nous font des virements en euros depuis leur compte principal vers leur compte Binance, Crypto, etc., est-ce que des virements, justement, ça peut pas être pris en compte au niveau des arrondis? Excuse-moi si la question c'est est-ce que les virements sur les relevés mensuels sont pris pour les arrondis? C'est ça? Ouais, c'est ça. Si je fais un virement, que ce soit vers un autre de Ouais, mes comptes bancaires ou vers une plateforme, enfin bref, quand je fais un virement, est-ce que ça peut être enregistré comme arrondi? ouais, c'est ça, exactement. En fait, nous, l'arrondi, c'est vrai que c'est un peu, ça porte à confusion souvent. Mais c'est ça, comme l'arrondi, c'est basé sur la connexion bancaire. En fait, l'arrondi se calcule sur toutes les transactions bancaires, peu importe le type de transaction. Nous, on parle souvent des transactions de carte, puisque la plupart des gens dépensent par carte. Mais si vous utilisez Apple Pay, enfin, en tout cas, toutes les transactions qui vont apparaître sur votre relevé mensuel vont être arrondis. Donc les transactions par carte, donc les virements, les prélèvements, tout ce qui est facture, etc., vont aussi être arrondis. Donc c'est vrai que parfois nous on dit aux gens, effectivement, je pense que c'est de là que tu en venais sur ce point-là, c'était de dire ah oui mais du coup même si vous faites pas des transactions sur votre carte, votre compte, potentiellement il y a quand même des factures qui tombent et des prélèvements. Donc c'est ce qu'on dit. Alors effectivement ça va faire que quelques centimes, hein, donc je préfère pas aussi vous faire créer d'illusions.
Ça sera jamais des arrondis comme si vous aviez votre compte principal sur lequel vous dépensez par carte tous les jours. Mais c'est effectivement aussi possible de se dire, je connecte mon compte LCL parce que j'ai mes factures d'électricité et autres, mes assurances qui tombent dessus. Ça sera effectivement pris en compte pour les arrondis. Ok. Et du coup, dernière question rapide, sinon on va jamais s'en sortir avec moi. Il est possible de connecter plusieurs comptes bancaires? Yes, autant que vous voulez. Autant de Ok, comptes bancaires que vous voulez, autant de banques que vous sur un voulez. seul et même compte. Ouais, c'est ça. En fait, nous, la règle d'épargne, elle est unique, c'est-à-dire vous activez l'arrondi ou pas. Et après, c'est sur la règle d'épargne d'arrondi en fait que vous vous dites, je veux connecter mon compte LCL, mon compte Crédit Agricole, mon compte Revolut. Vous mettez tous les comptes que vous voulez. Et pour chaque compte, chaque banque en fait, parce qu'en fait les connexions elles sont faites par banque. Donc pour être très précis, vous allez connecter un compte bancaire, enfin une banque. Et comme dans chaque banque, vous pouvez avoir plusieurs comptes bancaires, ils vont tous apparaître. Et après, vous pouvez sélectionner ou désélectionner ceux sur lesquels vous voulez que Bitstack calcule l'arrondi. Donc, je donne un exemple. Si j'ai trois comptes LCL, deux comptes Société Générale, j'ai deux connexions à faire. Je vais connecter ma banque LCL, je vais connecter ma banque Société Générale. Je vais avoir cinq comptes bancaires, trois d'LCL, deux de Société Générale qui vont apparaître. Et après, vous pouvez configurer, je veux que Bitstack calcule l'arrondi sur mon compte chèque ou mon compte de dépôt LCL et mon compte de dépôt Société Générale parce que c'est Générale que je dépense. Par contre, je veux pas mes comptes épargne LCL et mes comptes épargne Société Générale parce que voilà, j'ai pas envie qu'il y ait d'arrondi là-dessus. Enfin, qu'il y ait d'arrondi de calculer là-dessus. Donc en fait, vous pouvez choisir voilà, comme vous voulez. Ok, nickel. Et il faut à chaque fois que les comptes bancaires correspondent au KYC, je suppose qu'on fait durant durant l'ouverture du compte chez vous. S'ils doivent correspondre à quoi, pardon? En fait, admettons, moi je prends l'application, je m'inscris chez vous, donc je pense qu'il y a un KYC obligatoire déjà. Ah oui, Euh, oui. Ouais. Et admettons, moi je plug mon compte bancaire et je plug aussi celui de ma copine. Ça passe ou il faut que ce soit tous les comptes soient à mon nom? Non, il faut qu'il soit en votre nom, effectivement, ouais. Parce que pour des raisons de potentiel cas de fraude et questions de sécurité, il faut que ça matche, quoi. Pour faire court, parce qu'il y a Ouais, des mais risques, il y aurait le risque que quelqu'un accumule du Bitcoin et ensuite connecte un autre compte et pour retirer l'argent, enfin, ou que quelqu'un, voilà, en fait, je pourrais faire de l'arrondi sur le compte de tes potes, quoi. ouais, non, Ce genre de j'avais choses, quoi. pensé, quoi. Je trouvais ça sympa comme option, quoi. Ah, mais je sais, ouais. Mais je rigole aussi. Mais ouais, effectivement, il faut. Par contre, les comptes joints, ça fonctionne, puisqu'il y aura les deux noms qui apparaissent. On nous pose souvent la question, on dit ou soit les comptes joints, soit on nous pose souvent la question. Moi, j'ai envie que l'arrondi se calcule sur la carte de ma femme ou de mon époux. Moi, c'est là où je clarifie qu'en fait, les arrondis, c'est pas sur les cartes, c'est sur les connexions bancaires. Donc, si vous avez un compte commun Société Générale et que vous avez une carte pour le mari et une carte pour la femme, ça marche aussi puisque les deux cartes, les transactions bancaires vont apparaître sur le même compte. Donc en fait, l'arrondi fonctionnera sur les deux cartes par définition. Donc voilà, c'est un peu des questions qu'on nous a déjà posées, donc j'y pense, je vous précise, mais c'est possible aussi. Oui. Ok, super. Bon, du coup, promis, j'arrête avec mes questions maintenant. Si c'est quelqu'un d'autre qui va en poser une, c'est le moment. Sinon, J'ai, euh, hello tout le monde, j'ai une petite question. Tu vas faire quoi de toutes les datas personnelles collectées? Lié aux transactions bancaires, j'imagine, Euh, puisque c'est ouais. bonne question et je peux vous dire d'expérience puisque moi je travaille pour une fintech, enfin je travaille pour des boîtes qui collectaient beaucoup de données justement liées là-dessus et c'est vrai que le risque, et je vous le dis ça un peu contre nous, c'est qu'il y a des boîtes qui l'utilisent de manière négative. Nous en fait, comme c'était un sujet moi qui me tenait à cœur et je sais que ça pouvait être un sujet sensible, surtout pour une communauté qui est beaucoup plus, enfin qui connaît le sujet. Enfin, je dis ça parce que vis-à-vis de la crypto, c'est un sujet que tout le monde regarde de beaucoup plus près. Nous, on a construit le produit et, entre guillemets, j'ai envie de dire, malheureusement, vous pouvez me prendre, enfin, c'est un peu compliqué de vérifier ces informations-là. Vous pouvez aller dans les conditions d'utilisation et autre chose, mais bon, après, chaque boîte peut effectivement faire ce genre de choses. Nous, par contre, on a quand même développé le produit d'une certaine manière où c'est-à-dire que quand vous désactivez, déjà, vous n'êtes pas obligé de connecter votre compte bancaire, peut-être démarrer par ça. Si vous connectez votre compte bancaire, euh, et que vous n'activez pas l'arrondi, on n'agrège pas les transactions. À partir du moment seulement où vous activez, voilà, on a essayé de limiter les choses comme ça. À partir du moment où vous activez l'arrondi, on va effectivement commencer à avoir un accès en lecture seul sur vos transactions bancaires. Et nous, on utilise vos données seulement dans l'optique et pour seul et unique but de calculer l'arrondi.
Il y a effectivement, je dis ça et j'ai travaillé pour des boîtes qui agrégeaient toutes les données possibles parce qu'en fait, les banques quand même donnent un historique qui va jusqu'à 365 jours là pour la plupart. Donc, il y a des boîtes qui, dès le moment où vous allez connecter, et je vous le dis parce que il y a beaucoup d'applications où on peut connecter ses comptes bancaires aujourd'hui, donc j'en profite aussi pour comme j'y ai travaillé, pour aussi faire passer le message. C'est vrai que c'est super sécurisé parce que c'est encadré. Il y a une directive européenne qui traite le sujet, donc c'est pas non plus n'importe quoi, c'est pas le Far West, mais c'est quand même un monde capitalistique et les gens ils vont essayer de profiter de ces données-là. Et il y a des boîtes effectivement que je connais qui vont maximiser l'emprunt, enfin l'agrégation de données et qui vont les stocker pour des utilisations futures. Parce qu'on peut imaginer un futur proche où les gens pourraient utiliser ces données pour comprendre des produits d'assurance personnalisés, enfin voilà, des trucs qui sont potentiellement très positifs et des choses qui peuvent être qui peuvent être un peu plus dystopiques. Nous, par contre, voilà, on a essayé de bâtir le projet et je peux un petit peu que ça peut prendre que ma parole entre guillemets, mais nous, on a bâti le projet d'une manière où en tout cas l'utilisation des données va être restreinte à la fonctionnalité que tu vas utiliser. Donc en l'occurrence, on n'a pas besoin que tu fasses une connexion bancaire pour d'autres produits. Donc déjà, on va te demander de connecter le compte bancaire que pour l'arrondi. Et dans l'arrondi, on va agréger les données que pour calculer l'arrondi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais voilà, on va essayer de restreindre. C'est un peu une choix plus de culture d'entreprise et un peu d'état d'esprit que nous, on veut créer dans la boîte et dans les employés qu'on recrute. Euh, mais en soi, je te dis ça très transparent, rien ne nous l'empêche, tu vois. Enfin, je veux dire, les boîtes qui ont accès, il y en a plein que je connais encore une fois qui pourraient le faire. Donc voilà, c'est, Ok. je préfère te répondre de manière transparente là-dessus. Mais en tout cas, Non, c'est voilà, clair. nous comment on le fait, du coup, on a essayé de restreindre des choses quoi, pour faire court. Donc vous n'allez pas du tout exploiter toutes ces informations. Non, on ne les stockera pas et on ne les vendra jamais à un parti tiers. Ok, Je clair. suppose que de toute façon, tout ça, c'est précisé dans la C'est partie ça, RGPD quand on s'inscrit, quoi. c'est ça. La plupart, je pense, ne les vendront. Enfin, j'espère en tout cas que la plupart ne les vendent. Alors qu'il y en a qui les exploitent à titre interne. J'ai envie de vous dire, je pense que la plupart le font parce que le but c'est aussi de pouvoir. Enfin, je veux dire, l'arrondi c'est une manière d'exploiter les données. Hein. Si tu vois, je peux jouer l'avocat du diable, l'arrondi c'est une manière d'exploiter les données. J'espère dans l'optique de vous offrir un produit innovant. Tu vois, c'est là où pour moi il y a une nuance. C'est-à-dire que moi je respecte l'utilisation qui est déjà sous le consentement de l'utilisateur, premièrement et la partie la plus importante, et deuxièmement qui est mis. Et c'était ça l'idée de la directive européenne, c'était qu'en fait vous soyez en contrôle de vos données et que via votre consentement, en fait, des gens puissent développer des produits et des services innovants qui mettent à disposition vos données et mettent en valeur vos données pour vous créer de la valeur. Donc nous, l'arrondi, c'est un exemple, tu vois. Par contre, est-ce qu'il y en a qui vont, pour moi, le risque, ça serait de la vente à des parties tierces comme des produits d'assurance, parce qu'on peut imaginer que, bah voilà, on voit que lui, il achète des paquets de cigarettes toutes les semaines, donc on sait qu'il n'est pas en bon état et que du coup, le produit d'assurance, on va lui facturer une blinde. Ça serait moi le type de risque, je donne un exemple un peu con, hein, mais c'est un peu le type de risque qui pourrait émerger. Euh, Normalement, c'est censé être précisé hein, dans les conditions de tout le monde, de toutes les boîtes. Après, je sais que la plupart des gens ne lisent pas malheureusement. Enfin, même moi, je lis pas toutes les conditions de toutes les boîtes. Normalement, quand moi j'en ai eu lu, et noté qu'ils le feront pas. Après, tu vois, même moi, je suis sceptique. Hein, je ne sais pas si c'est parce que c'est écrit dans des terms and conditions que ça sera jamais fait, tu vois. Mais pour moi, c'est là où je trancherai la ligne. C'est-à-dire, si la boîte commence à le vendre à d'autres boîtes, ça commence à être limite, quoi. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur le cashback. Je peux pas ah non, je crois qu'il y en a une, peut-être je j'ai pas tout vu, mais je peux pas trop vous dire, mais l'idée c'est pas que ça soit sur l'épargne, hein, sinon ça serait pas du cashback. Ça soit vraiment du Bitcoin gratuit, quoi. Euh, du Bitcoin gratuit. Et je trouve que nous on a trouvé un truc assez cool, je peux pas vous dire, mais euh, l'idée c'est vraiment encore une fois qu'on puisse donner du cashback Bitcoin à un maximum de gens sans potentiellement qu'ils fassent des dépenses avec notre propre carte. Moi, je rentre peut-être dans trop de détails, mais voilà. En gros, on essaie vraiment de pouvoir offrir quelque chose d'intéressant chez plein de belles marques, etc. Bref, on vous en dira plus bientôt, j'espère. On sent que tu as envie de te lâcher, on est entre nous, Alex, hein, tu peux y aller. Ouais, je sens qu'il y en a qui veulent que je crache le morceau, mais non, je peux pas trop en dire vraiment, mais l'idée, je lâche juste une dernière info, comme ça, on s'arrête là. Mais en gros, nous, le bémol qu'on y voit avec les cartes de cashback, enfin, en gros, le cashback, c'est cool, tout le monde aime le cashback, c'est de l'argent gratuit. Euh, le challenge, c'est comment financer le cashback, effectivement. Euh, aux États-Unis, c'est pour vous donner l'info, c'est souvent financé à travers les frais d'interchange.
C'est-à-dire que justement, quand vous utilisez la carte d'un acteur, eux, ils prennent beaucoup de frais sur les traitements de la carte avec le marchand directement, en fait. Donc, ils financent le cashback comme ça. Ils prennent 1 à 2% sur toutes les transactions Visa et Mastercard. Et donc, en fait, ils vous donnent 1 à 2% de cashback sur sur toutes les transactions. Ça, c'est très cool. Malheureusement, en Europe, on est encore une fois réglementé et les frais d'interchange sont capés à 0,2%. Donc, malheureusement, on ne peut pas financer le cashback comme ça. C'est pour ça que peut-être vous connaissez des boîtes comme Joko, iGraal et autres qui font du cashback d'affiliation, c'est-à-dire qui travaillent avec des marques partenaires pour vous financer le cashback. Du coup, c'est pas 1 à 2% sur toutes les transactions, mais plutôt 5, 10, 15, 20, 40% sur certaines dépenses chez certains magasins participants. Ça, c'est très cool aussi. On regarde ce genre de choses-là. Par contre, là où j'allais en venir et que c'est l'info que je lâche, c'est que le seul bémol que la plupart de ces choses ont, enfin que la plupart des cartes cashback crypto ont, c'est qu'il faut que vous utilisiez leur carte. C'est un peu implicite ce que je dis, mais est-ce que ça serait pas cool d'avoir du cashback sur des dépenses de toutes les cartes? Voilà, c'est juste ce que je dis, quoi. La suite au prochain épisode. Voilà, c'est ça. La suite au prochain épisode. Ça sera une occasion de revenir vous en dire plus. Ça marche. Bah écoute, tu seras le bienvenu quand tu veux pour venir nous lâcher les nouvelles news. Ouais, parfait. Bah écoute, avec plaisir. Et est-ce que tu veux qu'on passe sur le dernier sujet? Toi qui me dis. Bah écoute, à moins qu'il y ait vraiment une autre question qui tombe, on va prendre à la limite une dernière question. Mais là, je vois que l'heure commence à tourner. Je pense qu'il y en a une paire qui vont commencer à être fatigués. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, ouais, on pourra enchaîner sur le dernier sujet. Bah, je pense qu'on va passer à la petite surprise du chef. Donc, Alex a la gentillesse d'offrir, je sais plus le montant en Satoshi, tu vas me le 1 rappeler. million. Voilà, 1 million de Satoshi qu'on va diviser en 4. Il va y avoir 4 questions qui vont être posées dans le chat. Alors, la condition en fait pour pouvoir être récompensé si vous apportez la bonne réponse, c'est d'avoir un compte Bitstack. Donc les Satoshi en fait seront versés directement sur votre application. Donc si jamais vous n'êtes pas encore inscrit, il n'y a pas de souci, vous pouvez répondre, vous prendrez le temps de faire votre inscription, vous me transmettez le lien après et moi je le retransmettrai à Alex dans la foulée. Mais par contre, si vous comptez pas ouvrir de compte Bitstack, bah laissez gagner les autres, laissez répondre les autres. Voilà, voilà. Ah, et encore une fois, je le dis plutôt pour vous. Dans toute façon, vous pouvez retirer les bitcoins après. Donc, j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment, euh, j'ai aussi envie de rejoindre Doc Marmot là-dessus, mais si vous voulez pas utiliser Bitstack, peut-être laisser aux autres. Mais en tout cas, c'est aussi possible de créer un compte, récupérer les bitcoins et les retirer, bien évidemment. Donc, nous, on l'a créé comme ça, donc je reste transparent là-dessus. Donc, c'est aussi possible. En tout cas, il faudra créer un compte pour qu'en tout cas qu'on crédite les bitcoins. Ça, c'est comme Doc Marmot l'a dit. 1 million de Satoshi, 4 questions. Enfin, corrige-moi si je me trompe, Doc Marmot, 4 questions, 4 réponses, 4 gagnants. Et voilà, on vous crédite. Il faudra juste il faudra juste nous envoyer l'email avec lequel vous avez créé votre compte Bitstack pour qu'on puisse identifier votre compte et vous créditer les bitcoins. Donc ça fait 250 pour ceux qui veulent pas s'emmerder à faire les maths. Ça fait 250 000 sats, ce qui équivaut à peu près à 50 euros. Enfin, si on prend un prix moyen de 20 000 euros Bitcoin en ce moment. Comme c'est un peu plus, ça fait un peu moins, mais voilà, c'est à peu près 50 euros par personne. En sats, donc 250 000 sats par personne. Et sats, c'est le nouveau shitcoin qui vient de sortir. Pour info, je sais pas si c'était une blague ou pas, mais c'est un peu la blague des maximalistes, c'est quel est le nouveau coin qui va pumper, c'est sats, si vous connaissiez pas. Ok, je sais pas parce je crois qu'il y a un token qui s'appelle le SAT aussi, SA2T. Pas Ah, si ça. possible. Alors, faut pas tout mélanger, ouais. Alors là, on parle bien de Satoshi BTC, quoi. Ok, ça roule. Bah vas-y Alex, je te laisse poser la question. Tu as accès au chat normalement. Pose ta Ouais. question. Alors, du coup, Doc Marmot, juste avant qu'on démarre, j'imagine, c'est le premier qui répond, c'est ça, dans le chat ou verbalement? Dans Le le chat, premier, peut-être, ce sera. premier qui répond Ouais, dans le c'est chat, le c'est plus simple. Ça premier. évite Ok, la cacophonie générale sur le vocal. ok. Euh,
On commence avec les réponses difficiles ou les réponses faciles. On commence peut-être avec les réponses faciles. Euh, quel est l'acronyme du cadre réglementaire sous lequel Bitstack est enregistré? Ouh, ça a été hyper rapide. Exord, du coup, j'avais même pas fini la question. Ok, bah, très bien, Exord, super, cool. Je te laisserai voir avec Doc Marmot, tu nous enverras l'email de ton compte Bitstack. Euh, Waouh, ben, c'est cool quand même que tout le monde ait suivi que c'était le PSAN, parce que c'était quand même pas facile non plus. Très cool. Bah, deuxième question. Euh, quel est l'acronyme de la meilleure stratégie d'investissement qui est souvent conseillée? Ouah, vous êtes forts, les gars, hein. Putain, DCA, alors qui c'est qui l'a mis en premier? C'est From Zero to 10K. Seb. Top, deuxième gagnant. Troisième question, attention, ça se complique un petit peu. Toujours rêvé d'être animateur de quiz, donc quand Doc Marmotte m'a proposé, je me suis dit, putain, c'est cool. Troisième question qui est un peu plus compliquée. Quel est le nom complet, si on veut faire un peu plus simple, donc le prénom et le nom de famille de la première personne à avoir reçu une transaction de Satoshi Nakamoto? Ah, pas mal, très bête fort. Je vois que c'était moins rapide dans le chat, mais il y a quand même quelqu'un qui l'a Ouais, quand trouvé. même. Bravo Seb. Ouais, Ah, j'avoue, dur, fallait comprendre, enfin, il faut From, savoir du qui coup, c'est Al. Delo. Est-ce qu'on passe sur la dernière question? Ouais, Pardon, Doc Marmot, tu disais From, quelque chose? laisse 20 secondes pour les autres répondre, hein. En fait, je sais que From va avoir la réponse aussi assez rapidement. Allez, vas-y, tu peux y aller. Ok, cool. Heisenberg, voilà, c'est ça aussi. C'est lui. Ok, dernière question. Attention, ça va être un peu compliqué, hein. Désolé les gars, mais là j'avais peur et puis peut-être pour les bonnes raisons, comme vous avez répondu super vite sur les premières, c'est aussi cool. Dernière question. Euh, quelle est la durée en nombre de blocs sur laquelle l'émission de Bitcoin est divisée par deux? Ah, bravo, Stack. Ouh, Stack, il était au taquet. Alors, on va te le donner même si t'as mis un zéro trop, mais je pense que c'est parce que t'es allé super vite. Enfin, deux zéros trop. Ouais, c'est pas grave, c'est 210 000. Mais t'as dû spammer le zéro, on va dire que c'est ça, Ouais, voilà. non, je Le pense doigt, qu'il le doigt a fallait glissé. répondre la supply, en fait. Parce que c'est 21 millions qu'il y a après, non? Ah, ouais, alors peut-être que du coup, est-ce qu'on le donne à quelqu'un? Est-ce que t'as mis 21 millions? C'est vrai, Ouais. bien vu, Doc Marmotte. Du coup, moi, je parlais des blocs. Du coup, est-ce que ça serait pas Exord je vous laisse voir entre vous, peut-être? Ouais, moi je pense qu'il va falloir peut-être une petite question. La petite question bonus Ouais, alors pour soit remplacer. Stack est honnête, il nous dit j'ai glissé ou non, j'ai marqué la supply. Est-ce que tu es honnête, Stack? C'est le spam du zéro ou c'était les 21 millions que tu voulais mettre? Alors, j'avoue deux choses. Au début, je pensais que c'était la supply. Par contre, j'ai entendu la question, j'ai fait ça, c'est que j'ai mon chat qui vient de rentrer avec une souris. Donc, j'ai complètement glissé, je suis plus tout dessus, là. Je suis désolé, les gars, mais Pas de souci, pas de souci. la dernière fois, je me suis fait défoncer par ma meuf. Là, maintenant, j'ai la souris dans la maison. Je passe mon tour, on va dire ça comme ça. Je suis désolé, faut que je m'en occupe. Mais je reste à l'écoute. Ok, Pas de pas de souci, souci. non, t'inquiète. Y a pas de Et souci. pour, Euh, si vous voulez tout connaître de ma vie, le chat s'appelle Aristote. Allez, viens. Allez, je coupe le micro, pardon. pas de souci, t'inquiète. C'est bon. Euh, ok, bah écoute, moi je propose si on veut, soit on reste ça simple et du coup c'est Exord, je pense, qui est le premier à avoir répondu la bonne réponse. Ça nous Euh, fait deux gagnants. Ça me facilite ouais, les choses pour collecter les mails. ouais, deux gagnants, du coup 500 000 sats, les gars, bravo. Euh, et voilà, écoute, je vous laisserai coordonner. Pareil, vous m'envoyez soit en DM sur Twitter, soit n'importe où, soit sur le support directement de Bitstack. Vous nous envoyez vos emails. Ou je coordonne avec Doc Marmot, c'est vous qui me dites. Mais bravo à vous, surtout que pas facile les deux dernières questions. Un peu de culture G, comme je disais à Doc Marmot, je voulais faire un peu de culture G sur Bitcoin, donc les deux dernières, c'était cool. C'était deux sur Bitstack, deux sur Bitcoin. Ouais. Non, bah, franchement, super. De toute façon, bah, je te recommuniquerai les mails de Exord et de From Zero, tout cas.
Et, Top. et puis, bah, en tout cas, je te remercie vraiment pour l'AMA, parce que même si tu nous as fait des réponses longues, franchement, elles étaient super claires. Tout ce que tu nous as raconté, c'était super intéressant, parce que c'est un milieu qu'on connaît pas spécifiquement. Et puis j'ai envie de te dire, j'espère que vraiment ton projet il va fonctionner. Enfin, moi personnellement, j'y adhère vraiment. Je pense que, enfin, j'ai déjà recommandé à pas mal de mes proches de commencer du DCA, etc. Mais cette option de l'arrondi sur la carte de crédit, je pense que c'est vraiment le truc le plus fun en fait pour accumuler du Bitcoin sans s'en rendre compte. Donc, je pense que je vais faire un petit peu de pub pour toi. Il y a pas de souci là-dessus. Je vais repartager tous tes liens également pour que les gens qui veulent s'y inscrire, etc., qui veulent se renseigner un peu plus sur ton site, puissent aller le voir. Et normalement, si tout se passe bien, on est trois à avoir enregistré, donc il y aura un replay. Et on postera ça donc sur notre chaîne YouTube. Et oui, donc du coup, tout le monde pourra aller voir le replay et puis avoir le maximum de réponses à toutes les questions parce que je pense que clairement on a fait le tour, même si moi je me connais, j'aurais pu te questionner toute la nuit et déconner toute la nuit avec toi sur le maximalisme Bitcoin. C'est vrai, ça sera une autre fois celui-là. Ouais. Celui-là, il faut plonger quand même. Ok, du coup, peut-être dernière petite question perso. Ah ouais, j'allais poser une question, mais ouais, du coup, je me suis rendu compte peut-être de la boulette. On te voit à Surfing Bitcoin, mais du coup, je me dis que c'est un petit peu organisé par tes concurrents enfin, sur le point DCA, quoi. Ouais, bah non, non, pas du tout. J'y étais l'année dernière et j'y serai cette année. C'est un super événement qui organise. J'ai déjà échangé plusieurs fois avec l'équipe de Stack Insights. Très cool ce qu'ils font, très cool Surfing Bitcoin. L'événement c'est top. J'y étais l'année dernière, on y sera aussi cette année, donc on pourra échanger. N'hésitez pas. J'aurai certainement un t-shirt Bitstack. Comme vous avez tous vos NFT j'allais dire en profile picture, je perds mes mots, en photo de profil. Du coup, je vous invite à vous venir me taper dans le dos. J'aurai certainement le même t-shirt que j'ai sur ma photo de profil là, un t-shirt brandé Bitstack. Donc n'hésitez pas à venir me taper, à me dire on va se prendre une bière et c'est avec grand grand plaisir. Mais j'y serai, ouais. Bah, écoute, ça marche. Moi, je pense que tu croiseras From et moi. Normalement, on y est, donc Ok, top. on n'hésitera pas à trinquer avec toi autour d'une petite bière. Ça va faire plaisir. Avec plaisir. C'est aussi cool en personne pour changer un peu de tout ce en ligne. Ok, bah super. Bah écoute, je te remercie Doc Marmot pour l'orga, pour l'invitation. Merci à tous pour les questions, d'avoir écouté, d'être resté là tout le long. Pour moi, c'est un plaisir de pouvoir vous partager un peu sur quoi on travaille et vous partager un peu justement l'idée, c'était un peu de vous partager ce qui n'est pas forcément dit tout simplement sur les communications officielles, mais un peu aussi les réflexions qu'on a en interne sur différents sujets. Donc content que ça vous a plu et que ça vous donne des infos un peu plus détaillées quoi, sur certaines choses et certains teasers. Bah, écoute, ouais, c'était nickel. Un grand merci à toi. Et puis, du coup, je te dis à bientôt, quoi. Merci, à plus. Merci à toi, à bientôt.